Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur IHT pour poursuivre ce débat consacré à l'élection territoriale dont le premier tour se déroulera dans 4 jours, le dimanche 3 décembre. Débat que nous animerons ce soir avec Sébastien Thiers qui est à mes côtés. Bonsoir. Sébastien. Et alors ce soir nous avons donc réuni sur ce plateau l'ensemble des candidats qui mènent les listes. Ils sont finalement 7 à concourir. C'est la première fois qu'il y en a si peu pour ce type d'élection. Alors ils sont réunis pour une confrontation d'1h30 que va vous présenter maintenant plus en détail Sébastien. Alors nous diviserons l'émission en 2 parties. Une première partie politique avec la présentation des différentes démarches, le mode de gouvernance que les uns et les autres entendent mettre en œuvre s'ils sont élus, les alliances qui pourraient voir le jour. Dans un second temps, nous évoquerons les grands thèmes de campagne, la collectivité unique, la situation sociale, économique et les choix de développement. Enfin, il restera à chaque candidat 1 minute pour conclure. Alors avant d'entamer ce débat, découvrons en images les 7 têtes de liste présentées par Dominique Borret et Franck Parisis. Gilles Simeoni brigue à nouveau la tête de l'exécutif. En cas de victoire, Jean-Guy Talamoni, 5e sur la liste, Umpaese Dava serait reconduit à la présidence de l'Assemblée. Fema Gurtiga et Cortiga Libera ont fait le pari de l'union dès le premier tour. Paul-Félix Benedetti veut incarner l'esprit militant du nationalisme originel. L'enjeu du Rhino est d'être présent au second tour, contrairement à 2015. Le maire de Patrimonio, Jean-Baptiste Arène, est 3e sur la liste Corem Fronti. Jean-Martin Mondoloni se réclame d'une droite régionaliste. Jusqu'à présent cantonné à un rôle de second, ce proviseur veut tracer à Strada di Lavena. Le porto-vecchien Camille de Rocaser est en 7e position. Valérie Bozzi est soutenue par les Républicains. La maire de Grosseto Prugna est la plus jeune et la seule femme tête de liste, voire plus grand, intègre 6 conseillers départementaux, dont le président sudiste Pierre-Jean Luciani, parmi les 12 premiers. Jean-Charles Orsucci représente La République En Marche, avec François Orlandi, président sortant du conseil départemental de Haute-Corse. Anda Perdomane mise sur la capacité du parti présidentiel à s'adresser tout autant à la gauche qu'à la droite. Jacques Casamarta conduit L'Avenir, la Corse en commun. La démarche se réclamant de la France insoumise n'a pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon, mais les candidats comptent sur l'absence d'offres clairement à gauche pour se qualifier au second tour. Charles Giacomi, maire de Pruno, représente le Front National. Dans un contexte national favorable, le FN avait fait son retour dans l'Assemblée en 2015. L'enjeu du Rassemblement pour une Corse républicaine est de dépasser les difficultés actuelles du parti. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme avant toute confrontation de ce type, je rappellerai les règles. Le but est de débattre entre vous. Vous pouvez donc vous interrompre, vous interpeller, mais surtout, je vous le recommande, ne parlez pas tous en même temps, faute de quoi les téléspectateurs n'y comprendront rien et ce n'est pas le but de ce débat. Alors, pour entamer notre discussion, nous allons faire un premier tour de table afin que vous présentiez vos démarches respectives, le sens de votre présence dans ce scrutin. Et on commence par vous, Charles Giacomi, qui représentez la liste du Front National. Alors moi je suis dans une nouvelle démarche, c'est une démarche d'abord de préciser l'état de l'Union au 1er janvier 2018 qui est catastrophique pour pouvoir faire des propositions économiques dans un premier sens et de ne pas avoir de position complètement démagogique. Ça sera le sens de la discussion de ce soir. Donc je ferai des propositions concrètes sur les valeurs et les atouts de la Corse, en matière environnementale, en matière agricole et dans le tourisme. Je vais me cantonner surtout pour le rural, parce que pour la Corse, c'est le seul développement que nous pouvons avoir. Donc le reste ne serait que de la démagogie. Jean-Charles Orsucci, vous avez la lourde tâche de représenter le mouvement du président de la République. Ça n'a pas été une franche réussite lors des législatives. Rassembler la droite et la gauche, vous allez porter la parole du gouvernement dans ce débat ? Bonsoir avant tout. Je ne partage pas tout à fait votre analyse sur la législative. 25 000 voix, j'ai envie de dire presque que je signerai ce soir. Vous avez perdu 2 candidats qui ne sont plus à vos côtés aussi. Oui, mais je crois que vous l'avez dit, nous on incarne un mouvement. Et justement, l'objectif de cette présence dans cette élection territoriale, c'est d'incarner cet ADN, à savoir répondre de façon pragmatique aux problèmes des Corses pour l'emploi, se loger, pour la santé, respecter notre ADN. Vous l'avez très bien montré dans votre petit reportage, à savoir, pour nous aujourd'hui, il est important de dépasser le clivage droite-gauche et de réunir l'ensemble des progressistes
socialistes et des réformistes. C'est ce qu'on a essayé de faire. J'ai cherché à rassembler avec François Hollande pour ce premier tour, ramener à nous l'ensemble des forces politiques et je dirais aussi la société civile, parce que c'est important, qui incarne véritablement ce que l'on veut faire, c'est-à-dire la réussite. Des gens comme Jean-Marc Être ou comme Catherine Riera aujourd'hui incarnent parfaitement cette société civile. À gauche, il vous manque quand même le PS et le PRG. On a vu Anthony Alessandrini, ils sont communiqués notamment. Le rassemblement est un peu... Mais vous le savez comme moi que le PRG de Corse est divisé. Nous avons Joseph Martel en 9e place, premier vice-président du PRG de Haute-Corse. C'est quand même pas rien aujourd'hui à nos côtés. Donc le Parti socialiste uniquement de la Haute-Corse aujourd'hui s'est positionné, mais on ne désespère pas nous de nous adresser aux Corses et s'ils sont socialistes aujourd'hui, je crois que la logique voudrait qu'ils nous apportent leur soutien parce que tout simplement nous correspondons, je crois, le mieux aux aspirations des gens de gauche qui veulent changer les choses en Corse. Paul-Félix Benedette, il y a une candidature comme en 2015 de témoignage où vous voulez aller au-delà par rapport à l'autre liste nationaliste? Une affirmation d'un courant politique historique, histoire du nationalisme contemporain, mais aussi ancré dans la modernité, avec la volonté d'ancrer une majorité politique faite sur ce socle d'un combat de 40 ans, avec beaucoup de passages difficiles et aujourd'hui, dans la perspective d'évolution institutionnelle à venir, la volonté d'affirmer que la Corse est un pays qui peut avoir autre chose, qu'il n'est pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux et qu'il appartient à nous, entre autres les forces patriotiques, de constituer un socle inébranlable pour l'ancrer à jamais dans la voie de la modernité et de la prospérité. Valérie Beauce, vous êtes la seule femme à conduire une liste dans cette élection. C'est déjà une singularité par rapport à vos concurrents. Mais hormis cet aspect, qu'est-ce que vous voulez incarner dans cette élection ? Alors, dans cette élection, moi, j'ai souhaité conduire une liste à l'ossature de la droite et du centre, soutenue par le député Jean-Jacques Ferrara, Laurent Marcangeli, le président du Conseil général. Mais j'incarne aussi une forme de renouveau, dans la méthode, dans le profil. Vous l'avez dit, je suis la seule femme, la plus jeune sur ce plateau également. Je pense que c'est une nouvelle offre et qui, je l'espère, s'adressera au plus grand nombre parce qu'aujourd'hui, après les échecs successifs de ma famille politique, je suis aussi navrée de constater la grande abstention des dernières élections et ce sera l'enjeu de cette élection, donc une démarche politique mais aussi une démarche individuelle. Jacques Casamart, vous définissez comme la seule liste de gauche. Pas plus à gauche, mais la seule liste de gauche. Alors pourquoi ce monopole que vous revendiquez ? Écoutez, d'abord parce qu'on regarde la situation sociale et je serais tenté de dire qu'il y a deux Corses. Il y a la Corse qui souffre, il y a la Corse des bas salaires, des petites retraites. Et puis, je serais tenté de dire, il y a la Corse des nantis. Vous savez, il y a 1800 personnes aujourd'hui qui payent l'impôt sur les grosses fortunes. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, mais il y a 30 ans, il n'y avait pas 66 000 personnes dans cette situation de détresse. Donc oui, on veut représenter en effet, une gauche sociale, une gauche écologiste, et parce qu'il y a toute une série d'urgences qu'il nous faut traiter aujourd'hui de manière très très forte. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et j'en profite pour lancer un appel à tous ces gens qui aujourd'hui sont dans une situation de détresse, pour qu'on commence à créer un avenir, à construire un avenir différent. Alors Jean-Martin Mandogne, votre ADN c'est la droite, celle qui a gouverné de 84 à 2010. Vous êtes dans cette filiation, vous voulez mobiliser autour des valeurs d'éthique notamment. C'est ça votre credo ? Mon créneau est autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'enjeu de cette élection. Moi j'ai la chance, le privilège de conduire une liste qui a voulu se bâtir autour de trois fonctions essentielles. Un, le renouvellement, c'est celle qui compte le plus d'étudiants, le plus d'hommes et de femmes qui sont impliqués dans la société civile, la moyenne d'âge la moins élevée. Deux, la représentation des territoires qui est la grande oubliée des ordonnances. Et enfin, et surtout, la volonté d'entrer dans une ère de réconciliation, car j'ai compris les pièges qui ont conduit aux échecs successifs de ma famille. Ça dépasse très largement ma famille, puisque ne sont pas là simplement pour représenter une obédience, mais aussi mettre en œuvre un programme de mandature autour de l'acronyme SABET, qui vous parle de santé, qui vous parle d'environnement, qui vous parle de formation, qui vous parle d'économie. Autrement dit, je souhaite que nous sortions d'une mandature d'incantation pour entrer dans l'action. Enfin, et surtout, cette démarche est organisée autour d'une ligne politique claire, celle qui consiste à ancrer la Corse, pas seulement dans la modernité, mais dans la République, parce que je pense que République et modernité sont deux concepts qui peuvent continuer à rimer pour l'avenir.
Gilles Simeoni, vous êtes le sortant qui souhaitait voir reconduite votre majorité. Alors quand on concourt à une élection comme celle-ci, qui n'est même pas demi-mandat, elle est à peine de tiers de mandat, on n'incarne ni le renouveau, ni la nouveauté. Alors vous êtes uniquement dans la continuité ? C'est vrai que 2 ans, c'est court et normalement on a au moins 6 ans, au moins un mandat pour mener à bien les politiques publiques qui sont engagées. Il y a à la fois la volonté d'assumer avec fierté ce que nous avons fait depuis 2015 et puis également celle de continuer à travailler au service de la Corse, de tous les Corses, de l'intérêt général. Nous l'avons dit, 2015 a été à la fois un point d'aboutissement, une victoire des nationalistes et donc une victoire de l'idéal pour lequel, depuis des décennies, des milliers de femmes et d'hommes se sont battus, et puis en même temps un point de départ, parce que notre victoire n'est pas seulement celle des nationalistes, elle doit être celle de tous les Corses, elle doit être celle de l'intérêt général, et c'est dans cet état d'esprit que nous avons travaillé depuis 2 ans, en nous adressant à tous les Corses, quelle que soit leur appartenance politique, en ayant notamment, bien sûr, un regard particulier et privilégié pour celles et ceux qui sont dans les difficultés les plus grandes. Nous avons été les premiers et les seuls à ériger la lutte contre la pauvreté et la précarité en priorité absolue. Et donc nous avons une vision globale de cette société et la volonté de continuer à travailler au quotidien pour tous les Corses. Jean-Charles Orsoulchi, sur ce simili-bilan ? Non, je crois que, déjà là j'entends Gilles Simeoni dire que jamais la question de la précarité n'avait été abordée. C'est pas la réalité. Vous le savez tous comme moi que dans le cadre du PADUC, une charte avait été élaborée parce que cette philosophie, elle était, je crois, elle correspondait à notre ADN. Des choses ont été faites. Moi je crois qu'aujourd'hui, le travail depuis 2 ans a surtout consisté à mettre en œuvre ce que la précédente mandature avait imaginé, prévu dans ses financements. Je crois que c'est là aussi où les choses ont avancé. C'est vrai que je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on peut juger l'action territoriale en 2 ans, je serais malhonnête intellectuellement. Par contre, nous savons aussi que dans le cadre de ce bilan, il manque quand même des lignes directrices très claires sur les déchets, sur les transports. Moi, je prends souvent un exemple qui parle facilement au Bastiais, c'est le port de la Carbonite. On ne demandait pas à ce que la première pierre soit posée, on demandait simplement, par exemple, parce que c'est un objet structurant du développement économique de la Corse, que l'exécutif territorial nous dise s'il était favorable ou non à ce port de la Carbonite. Voilà un exemple que je peux donner. Ensuite, c'est vrai que dans des domaines comme la langue ou la culture, on attendait quand même de cette majorité territoriale davantage. Le travail avait été effectué, je le répète, sous la précédente mandature, une feuille de route plus qu'intéressante pour sauver la langue corse. On attendait sa mise en œuvre de façon plus efficace. Donc c'est aujourd'hui un des enjeux des 3 ans qui arrivent. Jean-Martin Mondoloni, vous partagez le constat ? Si je comprends bien Jean-Charles Orsoulchi, il faut s'en remettre à lui pour défendre la co-officialité, pour défendre le statut de résident et peut-être même pour défendre l'amnistie des prisonniers politiques qui, dans votre discours, n'existe même plus aujourd'hui après que vous les ayez défendus. C'est pas vrai, mais il fallait écouter mon discours, Gilles. Moi, je ne suis pas du tout j'assume. Parce que j'ai l'impression que le débat va être accaparé comme c'était la dernière fois. Alors, j'ai des choses à dire, et j'ai des choses à dire qui intéressent les Corses. Alors, l'état du bilan, messieurs, il faut prendre l'état du bilan des 10 dernières années ou des 15 dernières années, il faut arrêter de tricher. Alors, j'ai l'état du bilan, et quand on fait un état du bilan, le constat est alarmant. La Corse, au 1er janvier, sera en quasi-faillite. Et ça, on le doit à la République En Marche et aux Républicains. Voilà. Nous aurons 900 millions de dettes, et sur les 900 millions de dettes, il faut être honnête, Gilles Simeoni n'en représente que 6%. Les 94% autres, vous les avez en face de vous. Voilà l'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire à partir de là? Vous avez les départements, on ne sait pas, on ne sait pas où on en arrive. Les communautés de communes, c'est la ruine des ménages et des entreprises. Sachez que le prix des déchets, c'est le triple du continent. Les impôts sur les GEMAPI vont être imposés à partir du 1er janvier. Nous allons imposer l'urbanisme et nous allons prendre l'eau et l'assainissement. Voilà où on est à Société de Corse. Sachez que les impôts locaux ont augmenté de 120% en 10 ans. Et nous n'avons pas compté encore la dernière évolution des communautés de communes. Alors il est temps que les Corses sachent la vérité. Et avant de proposer des programmes, et avant de proposer des programmes complètement démagogiques, il faut expliquer ça aux Corses. Et je serai là pour l'expliquer. Parce que la République En Marche est en train de spolier la Corse. À tous les niveaux. Il faudra nous expliquer, puisqu'elle n'a jamais été aux responsabilités. Vous êtes au niveau des responsabilités, vous vous êtes présenté comme l'intervenant principal de M. Macron. Avant ça, il fallait peut-être construire un peu mieux la collectivité, parce que vous ne pourrez pas utiliser l'impôt, et vous serez obligé de vous rejeter sur les impôts. D'ailleurs, je vous donnerai pour exemple
le cas des transports scolaires et trucs qui ne peut pas être financé, ni par la CVAE, ni par rien, avec 14 millions d'euros. Monsieur Gilles Simeone n'y arrivera pas, il le sait très bien. Alors où allez-vous prendre l'argent? Sinon sur les impôts et sur les entreprises qui n'en peuvent plus. Voilà où en est la Corse, voilà l'état de la Corse. Jean-Martin Mandoloni, sur le bilan, vous rejoignez Jean-Charles Orsucci ou le constat plutôt du Front National? Avec moins de passion, mais tout autant de clarté, je souhaite dire à Gilles que je connais la complexité et l'inertie des systèmes. Je sais qu'il est difficile de changer les choses, y compris en 2 ans. Mais en même temps, on ne peut pas s'honorer de certains bilans qui me semblent plutôt virtuels. En matière de précarité, oui, Gilles, nous avons voté ensemble un plan de lutte contre la précarité. Oui, il y avait un avant. Vous savez, j'étais dans les quartiers sud de Bastia l'autre jour où je rencontrais une jeune dame qui a 5 enfants et qui ne trouve pas de logement, qui dort dans la rue. Elle n'est pas impactée par ce plan de précarité. En matière de déchets, on enfouissait 171 000 tonnes de déchets il y a 2 ans. On va enfouir 170 000 tonnes de déchets. Il y a 50 000 tonnes de déchets qui sont dans les rues dès le mois de janvier. Vous avez commencé votre action avec des tonnes de déchets dans la rue. Nous allons entrer dans une nouvelle mandature et comme on a beaucoup regardé vers les étoiles, j'ai envie de reprendre cette formule du regretté Jean-Claude Boissier qui disait « On ne peut pas continuer à regarder les étoiles tant qu'on a les pieds dans la merde ». En matière de transport, Les pieds dans la merde, disait-il. En matière de transport, Gilles, vous prévalez d'avoir changé les choses. Oui, en matière de desserte maritime, il y a plus de fiabilité. Oui, nous restons les uns les autres moins en rade sur les quais de Marseille ou sur les quais de Bastia lorsque nous partons en ski. C'est juste. Il y a plus de service public, en tout cas. C'est juste. Et on va le payer cher. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça tient moins à l'action de l'Assemblée qu'à la volonté d'un certain nombre d'industriels, 150, qui ont pris leur destin en main et qui, au moment de la liquidation de la SNCM, ont compris que leur intérêt, leur propre intérêt, l'intérêt des usagers corses, c'était d'investir dans une compagnie. Et si aujourd'hui les choses sont plus fiables, si le service s'est amélioré, c'est quand même pas dû, ou pas essentiellement dû, à la volonté, au volontarisme, certes, que vous avez affiché, mais à la volonté des industriels. C'est la raison pour laquelle je dresse, non pas un bilan critique, un bilan, me semble-t-il, objectif, en prenant la part juste des efforts et du volontarisme qui a bien existé, mais de celles et ceux qui ont œuvré à la qualité de l'amélioration dans certains secteurs qui ne sont pas toujours visibles, qui ne sont pas toujours palpables par celles et ceux qui vivent en Corse. Alors, 2 mots de réponse, si vous me permettez, M. Casamart. En matière de déchets, la droite, représentée aujourd'hui par Jean-Martin Mandoloni, qui assume le bilan des mandatures où elle était au pouvoir, et Valérie Bozzi. Et la gauche... Je n'assume pas, je n'étais pas élue, donc Alors, Jean-Martin Mandoloni, je ne reprends pas le bilan de mes prédécesseurs. Je vous donne acte que vous n'assumez pas les bilans de M. Santini et Rocaser et Baggioni. Jean-Martin d'un côté, Jean-Charles de l'autre, qui a été partie prenante de la précédente mandature. Pendant 30 ans, vous avez cautionné un système des déchets qui était le tout enfouissement, qui s'est construit au détriment de l'intérêt des Corses, au détriment de l'écologie, au détriment de la rationalité économique. Nous avons rompu avec ce système et il faut forcément du temps entre le moment où on rompt et un moment où on a les résultats, premièrement. Deuxièmement, en matière de transport, vous êtes solidaire, là aussi, de ce qui s'est passé pendant des décennies. C'était une gabegie organisée, c'est un système contraire aux intérêts de la Corse, c'est un système qui nous a failli nous ruiner. Nous en sommes sortis, vous devriez nous en donner acte. Et puisque vous continuez à être fiers du bilan, vous assumez aussi, Jean-Martin, le bilan de l'ancien Paduc, puisque vous dites que l'actuel a ruiné les Corses. L'actuel n'a absolument pas ruiné les Corses, absolument pas. Par contre, l'ancien les aurait ruinés, nous aurait dépossédés, aurait rompu le lien inusable entre le peuple corse et sa terre. Et si vous assumez la totalité du bilan en matière de transport, vous assumerez également les 350 millions d'euros dans les chemins de fer, qui là aussi ont été une dépense qui nous a littéralement ruinés, sans aucune amélioration, et qui nous a fait prendre 15 ou 20 ans de retard. Les Corses apprécieront. On ne peut pas considérer sur le Paduc, que les améliorations sensibles de ce que vous avez voté en matière d'espace stratégique agricole sont un service rendu aux Corses. Je vais m'expliquer là-dessus. Lorsque vous avez des documents confiscatoires, lorsque vous créez les conditions pour qu'un terrain soit gelé, il faut bien comprendre que mécaniquement, le prix du terrain voisin, lui, augmente. Et vous avez à Côte-Saône, au centre de la Corse, des prix du terrain qui avoisinent les 100 mètres carrés. Je ne dis pas que vous êtes pleinement responsable, je dis que le fait que vous ayez voulu, au motif qu'il fallait adopter ce document, en 2014, créer les conditions pour, nuitamment,
préempter 105 000 hectares de terres agricoles, on crée les effets contre-productifs des objectifs que vous-même vous recherchez, à savoir qu'il y a des Corses qui, à défaut d'être ruinés, n'ont plus les moyens de loger leurs propres enfants sur des terres qui leur appartiennent depuis des générations. On va parler du pas du cachet, mais on va venir sur le pas du cachet. J'assume totalement les 100. On continue le tour de table sur le bilan. Paul Félix Benedetti. Le bilan, il ne faut pas détourner le fil de l'histoire. Le bilan, c'est le bilan des 2 siècles d'archaïsme qui ont amené la Corse dans la situation où elle est. C'est le bilan de politiques contraires aux intérêts de la Corse et de l'humanité. C'est un bilan qui a conduit artificiellement, parce qu'on a décrété que par la voie économique, on allait nous sortir du marasme, mais on allait nous faire oublier d'où nous venions, nous faire oublier que nous étions Corses. Et on nous a artificiellement imposé un modèle qui n'existe nulle part ailleurs, un modèle où on a créé un Far West, avec d'une part des personnes qui arrivent, qui nous pillent notre économie chaque jour, avec ce système résidentiel qui est le terreau des spéculations, le terreau des dérives, et j'entends là qu'on voudrait continuer à le préserver et l'accentuer. C'est dramatique, c'est ce bilan-là qu'il faut acter aujourd'hui, et on doit se projeter sur une décennie à venir, sur un programme de renversement politique, de changement de mentalité, de changement de concept et de changement radical d'hommes. Ça a déjà été entamé, selon vous, depuis 2 ans ou pas ? On doit de manière définitive l'enterrer. Et je crois qu'aujourd'hui, on est là pour proposer une alternative, pour ne plus entendre la projection de modèles qui ont montré, qui sont usités et qui nous amènent à la paupérisation, à la misère, à l'archaïsme, à la régression et à la disparition d'une Corse qui a un droit fondamental à l'existence. Est-ce que cette rupture a commencé depuis 2 ans ? Cette rupture a commencé depuis 2 ans avec un début politique, avec une victoire patriotique, dont je m'associe à la majorité. Je ne fais pas partie du gouvernement, donc je ne suis pas partie prenante dans les décisions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un combat politique qui a permis l'avènement d'un bouleversement des mentalités et qu'on doit perpétuer cette volonté. On ne peut pas continuer à accepter qu'aujourd'hui la Corse ait en théorisation pure doublé sa richesse en 25 ans, qu'alors qu'elle a doublé son nombre de pauvres. Et que ce sont les autres. On a créé un modèle pour les autres. On a créé quelque chose qui existe nulle part au monde. Et là, on va écouter des tenants d'un archaïsme contemporains nous expliquer qu'il ne faut pas préserver la terre. Mais les Corses entendent ça. J'espère qu'ils ont 2 oreilles. Valérie Bozzi, sur le bilan, on continue le tour de table. Juste 2 mots pour compléter mon intervention de tout à l'heure. Effectivement, moi, je ne suis pas comptable des bilans passés, puisqu'on m'a invectivé dans ce sens-là. Et c'est justement tout le sens de ma démarche. C'est qu'aujourd'hui, je veux... Oui, enfin, les partis et les hommes, c'est quand même une différence. Donc aujourd'hui, c'est une démarche individuelle. Moi, je suis candidate justement pour changer les choses. Vous êtes d'une liste et représentante d'un parti. Je suis une élue de proximité, avocate, et c'est dans cette démarche-là que je suis candidate. Après, on me dit 2 ans, c'est court, je l'entends bien, et c'est vrai, la tâche était difficile, pourquoi pas. Mais sur des points fondamentaux, il faut constater l'absence de préparation, en tout cas l'amateurisme peut-être de l'exécutif en place, notamment sur la collectivité unique, la collectivité de Corse. On aurait pu et on aurait dû négocier des moyens supplémentaires au moment de sa création. Ça n'a pas été fait, et aujourd'hui, l'enjeu de ces 3 ans et demi à venir est très important. Si on reste dans la situation actuelle, la commande publique est au plus bas qu'elle n'a jamais été. Donc les investissements ne sont pas à la hauteur de ce qu'une collectivité telle que la CTC devrait faire, puisqu'il faut aujourd'hui équiper la Corse. On a parlé tout à l'heure du port de la Carbonite. Rien n'a avancé pour ce projet-là. Je pense que ça aurait dû être le cas. Donc aujourd'hui, 2 ans ont été suffisants, par contre, pour endetter encore plus la collectivité. Alors, sur le bilan, Jacques Casamat. Moi, j'écoute le débat et franchement, je me dis que la Corse est mal barrée. Je vous dis franchement. Parce que j'ai l'impression d'écouter des débats d'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut commencer par tirer enseignement et tirer le bilan des investissements publics dans cette île depuis très longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été versé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de précarité extrême. Les gens n'en peuvent plus. Il y a plus de la moitié des insulaires qui vivent dans une situation de détresse très importante. Le fond du problème, c'est qu'ici, personne ne parle du libéralisme. Et moi, je vais vous dire, nous sommes là, bien sûr, pour défendre une gauche sociale, une gauche écologiste. Et je pense que c'est très important. Mais nous sommes les seuls à porter, justement... Nous sommes les seuls à porter, j'en dirais 2 mots, nous sommes les seuls à porter aujourd'hui une perspective dans les 3 dimensions essentielles. La première dimension,
il faut en effet traiter les questions de la Corse. Mais il y a d'autres dimensions, et en particulier la dimension nationale. Parce que quand on prend des mesures qui sont des mesures d'austérité, comme c'est encore le cas tout dernièrement à l'Assemblée nationale, avec notamment la baisse, vous l'avez bien vu, des budgets de la santé, 4 milliards 600 millions, 1 milliard 600 millions pour les hôpitaux. Et quand on voit ce qui se passe actuellement dans l'île, on a de quoi se poser des questions. Donc quand on prend des mesures d'austérité, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration pour les populations. Je parle de la nation, je parle de la République, mais on pourrait parler de l'Europe. Vous êtes obligé de vous planter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous gardez les lignes de force que l'Europe nous impose actuellement, qui ne sont que des politiques d'austérité, des mises en difficulté des services publics de l'énergie, services publics des santé, services publics des transports. On pourrait en parler. C'est-à-dire que toutes les politiques internationales, européennes aujourd'hui, visent justement à la mise en difficulté de nos services publics et portent à l'austérité. Donc, écoutez, il faut changer de braquet. Il faut partir vers autre chose, il faut innover. C'est ça qu'il conviendrait de faire, c'est innover. Alors on verra les propositions tout à l'heure. L'intérêt général, et si vous permettez, je vais m'arrêter là-dessus, mais j'entends beaucoup parler d'intérêt général. Et c'est quoi l'intérêt général ? Si c'est pas la question humaine, si c'est pas de vivre mieux dans sa région, si c'est pas de pouvoir avoir un logement digne. Vous savez que la moyenne nationale des logements sociaux, c'est 600 logements sociaux pour 10 000 habitations. Vous savez à combien on est ici ? On est à 400, 359 dans notre département. Donc vous voyez, lorsque les gens ne peuvent pas se loger dignement et ne pas travailler dignement, ça pose un vrai problème. Les logements sociaux. Gilles Simeoni, réponse sur le bilan, puisque vous avez été ciblé par des attaques. Vous êtes satisfait, vous ? Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je peux être d'accord, notamment avec l'analyse de M. Casamart. Mais je veux dire, c'est aussi là-dessus, lorsque je dis qu'il faut essayer de trouver des points d'équilibre sur des démarches qui sont des démarches structurantes. Par exemple, l'Europe. Sur l'Europe, nous ne validons pas cette Europe ultralibérale. Lorsque nous disons notamment qu'il faut prendre en considération... mais tout à fait, mais lorsque nous disons qu'il faut s'appuyer sur l'article 174 du traité de l'UE qui permet des politiques dérogatoires pour les régions insulaires, pour les régions montagneuses, pour les régions en situation de faiblesse démographique et économique, et que nous présentons ces 3 critères. Lorsque nous cherchons des partenariats avec les autres îles, notamment de Méditerranée, en disant nous avons besoin d'une politique spécifique en matière de services publics, en matière de transport, en matière d'énergie, je pense que nous pourrons trouver demain, en tout cas je l'espère, des points de convergence. Lorsque nous faisons ensemble le constat de la précarité, et sauf à nous faire des procès d'intention, ce que je ne vous soupçonne pas de faire, je ne vois pas pourquoi, quels que soient demain les femmes et les hommes qui seront en situation de responsabilité, nous ne continuerions pas à travailler de façon très volontariste sur la lutte contre la précarité. Par exemple, j'en ai parlé l'autre jour au théâtre, la lutte contre la précarité énergétique. Au jour d'aujourd'hui, 25% des ménages en Corse qui sont les plus pauvres de façon globale sont aussi ceux qui payent le plus cher proportionnellement pour chauffer leur logement. Travaillons ensemble, montons en puissance à travers notamment ce dispositif Aurélie et la programmation pluriannuelle d'énergie, où nous aurons 1500 logements par an à mettre en œuvre aux normes sans que cela ne coûte rien aux bénéficiaires. Ce sont des exemples concrets, peut-être considérez-vous qu'ils ne sont pas suffisants, mais il y en a d'autres, y compris dans le domaine de la santé, vous le savez, de façon très concrète, puisque Jean-Charles et Jean-Martin tout à l'heure me disaient « mais oui, mais votre plan sur la précarité ». Le plan sur la précarité, il a chiffré 11 millions en investissement, 10 millions en fonctionnement. Nous allons avoir à faire monter en charge la future collectivité de Corse. Nous allons avoir à mailler le terrain avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des associations. Nous allons identifier les poches de pauvreté dans l'urbain, dans le périurbain et dans le rural. Et nous allons apporter des réponses très concrètes, y compris dans le domaine, par exemple, du renoncement à l'accès aux soins, la facilitation de la formation, la réinsertion professionnelle. Voilà le chantier qui est devant nous. Mais ces chantiers du quotidien, nous les relions à une vision globale de la Corse, en Europe, en Méditerranée, dans le monde, des valeurs humanistes et tout simplement un petit peuple qui, comme tous les peuples, a le droit de vivre et d'être reconnu. Il va falloir changer de politique. Il va falloir qu'on réfléchisse. Il va falloir changer de politique et surtout il va falloir créer des emplois. C'est ça qui... On va avancer un peu sur les programmes en deuxième partie, mais le temps passe vite. Alors, vous aspirez tous à gouverner la future institution. Alors, pour cela, il va falloir sans doute composer, faire des alliances, et ça vous concerne tous, ou presque, peut-être à l'exception d'entre vous. Et nous parlerons également du mode de gouvernance. Jacques Casamart, pour vous, aucune alliance n'est possible dans la future Assemblée. Écoutez, nous avons été clairs dès le départ. On a dit que ce qu'on voulait, c'était porter l'exigence d'une liste bien ancrée à gauche et qui s'appuie sur ses dimensions sociales notamment, pas seulement, environnementales aussi.
Et nous ne trouvons pas actuel, si vous préférez, dans l'offre politique qui nous est proposée, matière à trouver un rassemblement pour le deuxième tour. C'est évident. La liste du premier tour, nous l'avons dit, c'est la liste que nous déposerons au deuxième tour. Et parce que nous avons justement apporté, et nous nous plaçons déjà, je vous le dis, il faut être clair, nous nous plaçons déjà dans l'idée du contre-pouvoir. Et un contre-pouvoir quelle que soit la majorité issue des urnes. Constructif. Écoutez, je pense que de toute manière, je suis maintenant persuadé au regard puisque nous arrivons en fin de campagne, que nous allons bien sûr passer la barre fatidique, cette barre des 7% qui nous permet d'être au deuxième tour. Et bien entendu, nous serons à l'Assemblée de Corse demain avec un regard critique. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, tout ce qui va dans le bon sens, et en particulier de l'intérêt général, on soutiendra, parce qu'on n'a pas de hier, et les choses sont claires. Tout ce que nous considérons n'ayant pas dans ce sens-là, on le critiquera. Même chose pour vous, Charles Jacques. Pour le Front National, c'est pareil, opposition... Nous sommes dans une position politique très claire. Nous avons un programme très clair. Nous n'aimons pas les alliances contre nature et nous revendiquons notre politique. Maintenant, moi, j'aurais voulu revenir sur les propos de M. Benedetti parce que je n'ai pas eu le temps de parler dessus quand il a parlé du PADUC et des résidences secondaires parce que je n'ai pas eu de parole là-dessus, alors j'aimerais l'avoir. On va parler du PADUC après. Voilà. Non, parce que c'était pour lui répondre, c'est que je pense qu'il faut sanctuariser définitivement les terrains agricoles parce que c'est la richesse de nos enfants de demain. Et il faut surtout, pour les résidences secondaires, ce n'est pas l'international qui va venir acheter des résidences en Corse parce que je vous dis une chose, d'abord, ça a une incidence terrible d'abord sur le commerce et sur l'hôtellerie, premier point. Et on a une solution, ce sont les zones d'aménagement concertées à vocation immobilière qu'on pourrait mettre en place avec l'Office de l'environnement. Et je dis à Gilles Simeoni qui était dans l'urgence et je pense que c'est quelqu'un qui comprend, on ne pourra pas bouger le Conseil constitutionnel là-dessus parce que c'est trop draconien. Et on peut arriver à des solutions pour des logements sociaux et pour loger les Corses. Il suffit d'avoir un droit de préemption renforcé et on peut arriver tous ensemble à régler ce problème. Je pense qu'on peut y arriver. On va y revenir. J'ai voulu répondre à monsieur qui est tout ici, mais j'ai beau mouiller. Sur les alliances, Jean-Charles Orsuch, on parle de cette alliance avec Jean-Martin Mondogne, Valérie Bodz et au second tour, vous en avez tous parlé. C'est toujours d'actualité ? Écoutez, je vais par respect répondre à votre question. C'est vous qui fixez la règle. C'est surtout pour informer les gens. Non, je crois tout simplement qu'on est dans une campagne de premier tour territorial et qu'il est important aujourd'hui. Vous savez, le principe de ces institutions, c'est qu'au premier tour de l'élection territoriale, on fait valoir son identité, ce que l'on est. On parle d'accord de mandature au second tour. Nous, aujourd'hui, nous allons aller avec un projet que je vais avoir l'honneur de vous présenter tout à l'heure, avec des valeurs qui correspondent à l'ADN de notre mouvement, qui d'ailleurs ne peut pas être responsable à la fois de tout au niveau national, local, endosser toutes les responsabilités historiques, puisque c'est un mouvement qui est très très jeune, vous le savez. On va aller donc avec cet ADN, on va aller avec ces programmes au premier, au deuxième et au troisième tour. Le soir du premier tour, pour répondre à votre question quand même, nous n'allons pas faire des mathématiques, je vous l'annonce, grand scoop, nous allons faire de la politique en restant nous-mêmes. Et je crois que c'est ça qui est important de dire aujourd'hui aux Corses, en restant nous-mêmes avec, je dirais, une volonté ferme de répondre, et j'insisterai souvent tout au long de la soirée, à la question de l'emploi, du logement et de la santé. Voilà en agrégeant le camp de la droite, ça ne poserait pas de problème a priori. Enfin, ça, monsieur, tout le monde y répond à ça. L'emploi, le chômage, l'emploi et le logement, tout le monde y répond à ça. Seulement, il y a un constat qui est terrible. Comment on va faire avec la nouvelle Assemblée pour répondre à ce genre de questions alors qu'on est en quasi-faillite? Moi, j'aimerais qu'on me réponde. On va y venir. Parce que ça, c'est des programmes... Jean-Martin Mondologne, sur cette question, la même qu'à Jean-Charles Orsuch, puisque... Vous en avez parlé hier soir dans le meeting, vous d'ailleurs. J'assume et je vais être beaucoup plus clair, parce que je connais cette élection et j'ai trop vécu les troisièmes tours où l'on tripatouillait, où l'on combinait. Alors, je crois, je sens dans l'opinion qu'une alternative est possible. L'enjeu, je le dis, n'est pas de déloger les nationalistes. Un petit peu quand même. Ça, c'est la conséquence, Gilles. Un petit peu quand même. C'est la conséquence, Gilles. Il faut être sérieux. C'est pas l'enjeu, c'est votre objectif. Créer les conditions qui vous pour a été faire réussir la Corse. Et permettez-moi de dire que l'alternative, elle est tout aussi sérieuse, tout aussi crédible que la voie sur laquelle vous souhaitez, légitimement, je le dis respectueusement, entraîner les Corses. Vous êtes non plus à la tête d'un rafio comme il y a 40 ans, mais à la tête d'un grand paquebot, sur lequel, Gilles, vous embarquez des dizaines de milliers de personnes. Et je veux dire aux Corses que je crois, Gilles, à votre honnêteté intellectuelle. Je crois que vous voulez, dans cette trajectoire, vous arrêter à la première escale, qui est l'autonomie. Je le crois.
Seulement, voilà, vous n'êtes pas seul dans la cabine de commandement. Vous l'avez déclaré, je veux une autonomie de plein droit. Vous avez un deuxième partenaire dans la cabine de commandement. C'est Jean-Christophe, qui lui veut s'arrêter à la deuxième escale, qui est l'autodétermination. Puis vous avez un autre partenaire dans la cabine de commandement, c'est Jean-Guy, qui veut s'arrêter à l'indépendance. Et peut-être... Nous sommes passés de la métaphore horlogère au débat des RCFM à la métaphore la croisière s'amuse au débat des Viastines. Si vous en êtes d'accord, à moins que cette métaphore vous mette dans l'embarras. Ce sont les Corses qui guideront le bateau. Du reste, et c'est la démocratie par un autre partenaire dans la cabine de commandement. Ça, c'est l'histoire de l'entre-deux-tours qui le dira. Permettez-moi de vous dire que j'ai la conviction assumée, revendiquée, qu'il y a une alternative possible, à laquelle je crois, qui est celle d'une Corse ancrée dans la République française. C'est sur cette alternative, sur cet enjeu-là qu'on essaye de masquer. Et il n'est nul besoin de jouer sur des peurs artificielles. Moi, j'ai l'immense désir de coller, de faire miroir avec la société des Corses. Je suis convaincu que les Corses, Gilles, dès le 3 décembre, dans leur immense majorité, diront qu'ils ne souhaitent pas être entraînés sur cette voie et qu'ils ne souhaitent pas, comme vous le dites, s'avérer être, pour la quasi-totalité d'entre eux, des nationalistes. Et on veut passer à côté de cet enjeu. J'ai la conviction que, sans que ça ait valeur de référendum, dimanche soir, les Corses vont commencer à répondre à cette question. Et ce n'est qu'une fois qu'ils auront répondu à cette question que les conditions de la fusion seront réunies en fonction des résultats et d'un autre. Pour ma part, je vais être très clair. Si j'ai la chance, dimanche soir, d'arriver en tête de ce qu'on pourrait considérer l'opposition alternative, je prendrai toutes mes responsabilités. Vous proposerez à Jean-Charles Orsuch une fusion. D'une fusion autour de ce que je considère être essentiel dans cette élection. Et Valérie Parce que tout le reste vient en déclinaison. On ne va pas passer la soirée à parler de programme. Lorsque vous parlez de santé, lorsque vous parlez d'économie, de transport, vous avez des instituteurs, des gens qui veulent créer les conditions pour travailler dans la stabilité. Et tant que la stabilité institutionnelle n'est pas avérée, on ne peut plus continuer à travailler. Vous aurez une union sereinement. Valérie Bozzi, vous êtes sur le même fil ? Alors, le premier tour, évidemment, sera décisif pour la suite et les éventuelles alliances. Moi, je pense que en arrivant en tête au premier tour, je serai la mieux placée pour faire consensus avec mes partenaires. J'ai pour habitude, dans ma commune et dans mon intercommunalité, de travailler avec différentes tendances. Mon premier vice-président est d'ailleurs de gauche. Et je pense que pour servir l'intérêt général et dans l'intérêt de la Corse, on peut se passer des partis politiques. Et je crois que mon collègue est tout à fait d'accord, puisqu'il a été élu maire de Bastia de cette manière, si je ne me trompe pas. Paul-Félix Benedetti, vous, c'est un autre genre de fusion éventuellement que vous pourriez envisager. Si vous êtes au-dessus de la barre des 5%, vous demanderez ou vous accepteriez une éventuelle proposition de la liste de Palagours ? Moi, je suis venu ce soir pour continuer à convaincre les Corses de la nécessité de voter pour Corinne Front, qui incarne une démarche alternative, progressiste, qui incarne des valeurs, qui incarne une histoire, qui incarne un combat de personnes sincères. Et qu'aujourd'hui, d'entendre ce renouveau de l'archaïsme, cette CFR moderne, ça me désole. Moi, je me positionne pour une rupture, pour un changement de société, un changement de comportement. S'il advenait que cette nébuleuse coalisée vienne à voir jour, ça serait dramatique pour la Corse. Ça recréerait des tensions. Ça recréerait des logiques d'affrontement et de rupture. Je crois que les Corses ont besoin d'un espace pacifié, que l'on parle d'idées mais qu'on n'oppose pas les uns aux autres. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la France. On n'est que pour la Corse. Aujourd'hui, la France a mené une politique désastreuse en Corse. Elle nous a amenés à l'impasse. Elle nous a amenés à l'implosion. Elle nous a amenés à la misère sociale. Elle nous a amenés, même en nous manipulant, à des conditions d'affrontement en Corse. Dans ces conditions, aujourd'hui, il faut que de par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a repris le slogan d'A par Noi. On reprenne les rênes de l'administration de la Corse dans une logique, non pas de rupture, non pas de sécession, mais dans une rupture, dans une logique d'avènement d'une société nouvelle et moderne, construite par des hommes nouveaux avec un modèle à inventer, qui n'est pas le modèle de l'archaïsme qu'a imposé la France. Sur la question initiale, vous accepteriez une proposition de fusion ? Maintenant, dans ces conditions-là, moi, je ne le cache pas, il y a eu des difficultés énormes à ce qu'on dialogue. On ne l'a pas encore fait. Maintenant, c'est peut-être pas au second tour, mais il est certain qu'au troisième tour, on fera partie de la majorité politique qui sera une majorité de rupture et en opposition totale avec l'ensemble des futurs coalisés qu'il faudrait se positionner contre la Corse et pour une hypothétique allégeance à la France
à laquelle, d'ailleurs, nous n'avons jamais positionné une rupture frontale. Nous avons toujours revendiqué de la France un juste droit légitime. Quelle est la reconnaissance pour la Corse de tout ce que la Corse lui a déjà rendu? Parce que tout simplement, on est dans des logiques de fraternité et de partage au sein de peuples qui se respectent. Alors que là, on a un grand peuple qui a essayé pendant très longtemps de nous asphyxier. Tout ce qu'on demande, et j'espère que le président Macron sera à hauteur, qu'il y aura, maintenant qu'on a quelqu'un de jeune, de moderne, qui a des écoutes en Corse, de personnes qui nous ont écoutés pendant longtemps, qui ont une vision, je le pense, progressiste et archaïque. Et j'ose espérer que cette logique-là, qu'entre autres Jean-Charles, ne rentrera pas dans cette salade. Gilles Simeoni, sur ces unions, fusions, alliances. Moi, je voudrais avoir d'abord une approche apaisée des enjeux qui sont devant nous, même s'ils sont déterminants. En quelques mots, j'ai entendu ce qu'a dit Paul Félix. Notre souhait, vous le savez, c'est d'avoir des relations assainies, constructives, de convergence stratégique avec l'ensemble des nationalistes et donc, bien sûr, avec le Renew et Corim Front. En gros, plus de 7% le Renew, Corim Front se maintiennent. Entre 5 et 7, semble-t-il, pas de rapprochement. Et j'allais dire, de toute façon, quel que soit le score, y compris s'il est inférieur à 5% pour nos amis, nous discuterons. Ça, c'est concernant les nationalistes. Concernant la position qui vient d'être exprimée avec une certaine gêne, quand même, par Jean-Martin Mandologne, par Jean-Charles Orsoud et par Valérie Beaud. Moi, je suis très clair. Je le dis, à la fois consterné et déçu aussi par l'attitude. Parce que, partons du début. Les choses, elles sont claires. Elles sont dites, elles sont écrites, et nous nous engageons solennellement devant les Corses. Aujourd'hui, Pera Gorsiga, Femoa Gorsiga et Corsiga Libera disent, nous voulons obtenir, par la démocratie, un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. Et nous le proposons à l'ensemble des Corses, et notamment aux forces politiques, qui d'ores et déjà se sont prononcées en faveur d'un tel statut. Vous, et notamment vous, Jean-Charles, et vous, Jean-Martin, qui, à plusieurs reprises, vous êtes prononcés en faveur d'un statut de ce type, sans pour autant donner un contenu. Jamais jusqu'à l'octroi du pouvoir législatif pour ce qui me concerne. Sans pour autant donner un contenu. Mais vous devriez vous réjouir de cette évolution. Non, vous devriez dire, mais travaillons ensemble. C'est toi qui as fermé la porte. A fortiori, à un moment où la paix est revenue dans ce pays, et les nationalistes, tous les nationalistes, ont contribué de façon décisive à cette logique de paix et d'apaisement que nous voulons, en ce qui nous concerne, défendre et promouvoir de toutes nos forces. Qu'est-ce que vous proposez au lieu de cela? Eh bien, vous proposez, vous l'avez dit tout à l'heure, un rapprochement, je n'ose même pas dire une union, l'agrégation de forces, non pas autour d'un projet, vous ne l'avez pas exposé, non pas autour d'une vision, non pas autour de valeurs, contre une peur fantasmée et tout simplement contre la majorité territoriale actuelle. En fait, vous tournez le dos à l'évolution de l'histoire en faisant cela. Vous tournez le dos au sentiment majoritaire des Corses. Les Corses ne sont pas des enfants. Ce n'est pas à travers. Ce n'est pas à travers. Je peux intervenir. Non, moi je voudrais. La démonstration des langues, j'aimerais intervenir. C'est un point important. Vous voulez bien entrer dans un processus d'autodétermination. Ça a été annoncé, ça a été dit. Et si vous me permettez, après, revenir en arrière. Si vous pensez qu'électoralement c'est plus intéressant, d'accord, mais nous on peut très bien le faire remarquer quand même. Pas dans l'accord stratégique que nous avons validé. Nous sommes pour l'autonomie et vous le savez. Vous voulez aujourd'hui réunir des listes qui sont opposées surtout sur le PADUC, sur le statut de résident, sur la co-officialité, sur l'amnistie, sur la vision de l'accord, sur la vision économique. Tout vous oppose. Une seule chose vous réunit de façon artificielle à la demande de Paris, battre les nationalistes. C'est très important. Oui, allez-y. Vous savez très bien. Allez-y. Alors Jean-Charles Orsoud, et après Charles Jagom. Allez. Un peu de discipline quand même. Jean-Charles Orsoud. La chose, c'est qu'au lendemain de l'élection législative, Gilles Simeoni, sur votre plateau, nous expliquait qu'il pouvait y avoir une double offre, une autonomiste, une indépendantiste. Ce qui l'a amené aujourd'hui à changer d'avis, je ne sais pas. D'ailleurs, ce qui me chagrine dans ses propos en ce moment, pendant cette élection, et un petit peu pour mon ami Paul-Félix Benedetti, c'est quand j'entends parler du fait que si demain, l'actuelle majorité territoriale n'était plus aux responsabilités, il y a un souci vis-à-vis de la paix. Moi, j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur ce. C'est-à-dire, j'entends souvent dire, nous sommes les garants de la paix. Je n'ai absolument pas dit ça. Je dis simplement aujourd'hui que je ne me renierai en rien de ce
ce que j'ai toujours défendu, d'ailleurs m'inscrivant en faux, Gilles, contre ce que tu as dit tout à l'heure. Notamment en juillet 2014, quand vous disiez qu'il fallait une majorité territoriale, incluant Corse-Gallibre. Exactement. Alors même que le FLNC n'avait pas encore arrêté la clandestinité et que Corse-Gallibre... Sur le plus petit dénominateur commun qu'est l'autonomie. L'autonomie dans la République que je revendique, aujourd'hui, je pense que... L'autonomie en dehors de la République, c'est l'indépendance. Bien sûr. Alors, dans la République, par définition dans la République. Parce que la République, sans pouvoir législatif... Pas en même temps, je précise la République. Une République que je veux décentraliser, protectrice... sans pouvoir législatif, c'est pas un débat. Je finis mon propos. Attendez un peu. Aujourd'hui, la porte a ensuite été fermée. La porte a été fermée au mois d'août par Gilles et par ses colistiers, que nous en avons pris acte. Aujourd'hui, nous souhaitons, nous, la République En Marche, mettre en œuvre notre programme et nos idées, et qu'il nous faudra pour ça, alors je l'espère, peut-être que le soir du premier tour, j'aurai une majorité absolue seule, auquel cas, je resterai seul. Mais si demain, il faut travailler avec d'autres pour mettre en œuvre ce programme et ces idées, alors je le ferai, notamment pour aller vers davantage d'autonomie dans la République, ce qu'a proposé Gérard Collomb à la Corse, et c'est l'objectif que nous devons atteindre tous ensemble. Charles Diag, mais Charles Diag est en retard sur son temps de parole. Je suis contre toutes les compromissions, toutes les alliances contre nature dans le seul but de prendre le pouvoir. Je le dis clairement à tous les Corses. Et j'en appelle aux gens qui ont voté Marine Le Pen au second tour, les 48%, donc qui on se fout maintenant. Alors je vais vous dire une chose, monsieur les messieurs qui sont là-bas. Gilles Simeone, il n'a pas bourré les urnes pour se faire élire. Hein, c'est vous qui les avez bourrées pour lui. Bastia, c'est l'UMP de l'époque qui le fait élire. Oui. Et c'est vous, monsieur Lander, il y a 2 ans qui le fait élire. Alors je ne comprends pas votre position. Soyez, s'il vous plaît, un peu plus clair vis-à-vis des Corses. Hein? Alors, la seule chose que vous visez, c'est le pouvoir. La Corse se paupérise. La Corse est au bord du gouffre et vous en êtes tous responsables. Et vous voulez revenir aux affaires. Voilà ce qu'il y en est. Soyez clairs dans des positions politiques. Voilà ce que je vous demande pour la Corse demain. Hein? Attendez, je vais vous dire même autre chose. Parce que la République En Marche est en train de spolier la Corse. Et je m'explique. Regardez les dotations au CCI. Les dotations au CCI qui vont passer sous la coupole de l'Assemblée de Corse, les ports et les aéroports. On vient de leur supprimer 700 000 €. Le nouvel impôt sur la fortune, qui a été supprimé, mais qui pour les Corses a été maintenu. C'est ce qu'on appelle la taxe sur l'immobilier. National, si vous voulez. Oui, c'est un débat national que je fais, monsieur. Oui, mais parce qu'actuellement, avec l'enlèvement des arrêtés Millau, et en mettant cette taxe, monsieur, vous confisquez l'immobilier de la Corse dans une économie exsangue. Jean-Marc Mandolone sur les alliances, et après on passe à la deuxième partie, parce que le temps passe et vite. Jean-Marc Mandolone, sur les propos de Gilles Simeone sur les alliances contre la... Je vais répondre à Gilles avec beaucoup de sérénité. Gilles, d'abord, Paris n'y compte pour rien. Moi, je n'ai pas eu l'ombre de début, d'amorce, de contact avec une instance ou politique ou gouvernementale à Paris. Vous savez, c'est ma fibre régionaliste qui parle. Je considère que les Corses... Ils ne savent même pas que vous allez vous unir. Je considère, Gilles... Ils vont le découvrir. Ils vont le découvrir au sort du premier tour. Gilles, vous pouvez surprise. manier à la fois l'humour et des incantations, il n'en reste pas moins que les choses sont sérieuses. Je répète à l'envi que je ne suis mandaté par personne et je considère, en tant que régionaliste, que les Corses vont choisir leur destin. Mais tout le monde est régionaliste maintenant, c'est la loi. Arrêtez de vous dire que vous êtes régionaliste. Il faut que l'on considère une chose, c'est que nous n'allons pas organiser un putsch. Nous n'allons pas envoyer le 2e REP au cours Grandval. Nous allons aller devant les électeurs. De faire voter, en tout cas. Nous allons essayer d'aller devant les électeurs lundi matin avec une offre alternative. Est-ce qu'on pourrait sortir de la tyrannie de la pensée unique et considérer qu'il n'y a pas que la majorité actuelle qui soit dépositaire de la modernité, de la vertu et de la démocratie? C'est vous la pensée unique. Nous allons créer les conditions en termes de transparence pour que les électeurs répondent la République En Marche. Voilà exactement ce qu'il en est. Pour que les électeurs vous portez la droite. répondent à un choix de société. Est-ce que oui ou non, on veut aller vers la gare terminale qui est l'indépendance? Non. Et on va créer les conditions alternatives. Ne vous énervez pas, Jacques Casamart. Concluez vite parce que... Ce n'est pas plus blâmable que ce que vous avez organisé en mars en 2014, en créant les conditions pour que vous alliez, à l'UMP de Jean-François Copé, pour
renverser ce que vous considériez à l'époque comme dynastie dangereuse. Nous considérons que, certes, l'époque est moins dangereuse, mais souffrez que nous ayons le droit de proposer démocratiquement cette alternative. Après, on aborde la deuxième partie. Si vous permettez, je voulais quand même dire... Monsieur Siméon, vous n'êtes pas indépendantiste. Pourquoi vous alliez indépendantiste? Ça, c'est une alliance contre nature, non? Jacques Casamart, allez-y. Oui, la République en marche avec les Républicains, excusez-moi. Hein. Bien, je voulais... Écoutez, Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes si le débat continue comme ça... Si vous en même temps, si le débat continue comme ça, je préfère m'en aller. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. S'il vous plaît. Je trouve, écoutez, je trouve qu'on donne une très mauvaise image de la politique. Ce soir, ici, on donne une très mauvaise image de la politique. Ce n'est pas étonnant que nous en soyons là aujourd'hui d'un point de vue de la représentation politique. N'oubliez pas qu'au deuxième tour des élections législatives, 57% des électeurs ne sont pas allés voter. Le parti majoritaire actuellement en Corse, il n'est pas autour de cette table. C'est les gens qui ne votent plus. Et vous savez pourquoi ils ne votent plus? Parce qu'il y a la désespérance. Parce qu'ils ne croient plus en vos politiques. C'est ça le fond du problème. Vous voyez, c'est ça le fond du problème. Donc moi, je m'excuse d'intervenir. Je m'excuse d'intervenir comme j'interviens. On a parlé de rupture. Mais bien sûr qu'il faut la rupture. Mais il faut la rupture avec l'austérité, il faut la rupture avec le libéralisme, il faut changer de politique, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'on conduit des politiques. Et je disais tout à l'heure, il faut qu'on examine les finances publiques qui ont été mises en Corse où elles sont allées. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. On a besoin de services publics, il y en a de moins en moins. Regardez ce qui s'est passé dans la santé avec la grève de la faim. Tous nos hôpitaux sont malades, il y a 200 millions de déficits partout. On ne peut même plus se soigner, on est obligé de partir. On est obligé de partir au continent. Regardez, tous les clignotants, et ça c'est le résultat des politiques. Tous les clignotants aujourd'hui en Corse sont au rouge. C'est ça la réalité. Donc il faut la rupture. Bien sûr qu'il faut la rupture. Il faut la rupture avec l'austérité. Il faut la rupture avec le libéralisme. Il faut la rupture avec les politiques qui se mènent actuellement au plan national. Comme il faut la rupture avec les traités européens. Vous avez vu la Grèce? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'on en soit comme en Grèce? Que les retraités aillent fouiller dans les poubelles? Parce qu'on en est presque là. Et vous savez, il y a deux Corses. Il y a la Corse des bas salaires. Il y a la Corse des petites retraites. Il y a la Corse de la précarité. Et puis il y a la Corse de l'opulence. Parce que c'est ça la réalité actuellement dans cette île. Et c'est celle-là la vraie question. Elle se pose en termes de classe. Et je crois qu'il faut la poser, parce que si on ne la pose pas, on est à côté du problème. Vous savez, ce n'est même pas la question de l'autonomie. On est au 4e statut qui change aujourd'hui. Hein, on n'a pas encore commencé à examiner celui-là, qu'on parle déjà dans le futur. Non, parlons de la vie des gens. Parlons de la vie des gens. Mais on va en parler d'abord. Valérie Beauze, avant de passer à la deuxième partie. Valérie Beauze. Valérie Beauze est en léger retard donc sur les alliances, vous voulez terminer? Non, pas d'aparté, sinon... Arrêtez de parler parce que là... Non, mais on me parle d'alliance contre nature. Puisque M. Siméon se dit non indépendantiste, je me demande pourquoi il s'est allié à un indépendantiste. Donc je pense que c'est alors une alliance électoraliste. Parce que je considère qu'il est important que le mouvement indépendantiste qui a sa légitimité soit intégré pleinement dans les responsabilités de la Corse dès lors que les Corses le décident. Et je vous répète à voix intelligible ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des indépendantistes dans votre conseil municipal, voire adjoint, et vous ne semblez pas vous en porter plus mal. Et je ne crois pas que ce soit la révolution à Grosseto. Alors, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Il est temps d'aborder, de revenir sur les thèmes de campagne, en particulier ce qui va être l'enjeu de la prochaine mandature, c'est-à-dire la mise en œuvre de la collectivité unique. Alors, beaucoup de choses sont encore en suspens, l'organisation des services, des personnels et au-delà, la répartition des compétences ou encore la représentation ou la non-représentation d'ailleurs des territoires. Avant cela, on a ce petit rappel avec Dominique Moret. Au 1er janvier 2018, les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud, ainsi que la collectivité territoriale, fusionnent en une collectivité unique. L'Assemblée de Corse passe de 51 à 63 conseillers territoriaux et le conseil exécutif de 9 à 11 membres. La prime accordée à la liste arrivée en tête au second tour passe également de 9 à 11 élus. Le mandat est de 6 ans, mais la première assemblée sera élue pour une durée de 3 ans et demi afin de s'aligner sur le calendrier électoral des autres régions. Les compétences, les recettes, les employés des départements sont transférés tels quels. Le budget estimé, fruit de l'addition des 3 budgets, sera de 1 380 millions d'euros. La collectivité territoriale unique emploiera 4 500 personnes. Sa dette cumulée sera de 788 millions d'euros. La capacité de désendettement est de 4,6 ans. Pour l'heure, la fusion n'entraîne aucune modification dans l'organisation des services de l'État, préfecture et sous-préfecture. Paul-Félix Benedetti, sur la mise en place de cette collectivité unique.
Moi, je pense qu'il faudra s'attacher à créer une ossature de gouvernement de niveau mondial, de chercher dans chaque service de chacune des 3 anciennes collectivités là où il y a les meilleurs, d'essayer de créer une synergie, de créer un contre-modèle, ne pas considérer que la juxtaposition des entités existantes peut servir à créer une ossature de gouvernement pour la Corse, et que dans ces conditions, on doit avoir en permanence le souci à moyen constant d'utiliser tout ce qu'on a, y compris la ressource humaine, pour être les plus efficients possibles, de se positionner stratégiquement pour un rééquilibrage territorial, ne pas laisser Bastia et Ajaccio devenir les points exclusifs de concentration administrative. Je reste persuadé que dans le cadre de la mise à disposition d'un réseau haut débit qui est en cours de gestation, eh bien qu'on puisse répartir déjà ce qui est à notre disposition, à savoir le corps fonctionnarial de la future collectivité, sur un ensemble de régions où il y a grandement besoin de faire une immersion de richesse. Et la première des richesses, c'est un homme et une femme et leurs enfants qui travaillent et qui s'installent. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. Ensuite, il faut bien entendu qu'on se positionne pour reprendre en main tout ce qui est possible, pour qu'on ait des bonnes politiques. Il faut que chaque euro investi ait une finalité de valeur ajoutée, qu'il n'y ait pas de saupoudrage. Effectivement, on ne peut pas s'amuser à jeter des centaines de millions d'euros sans retour sur investissement, comme ça a été le cas de la modification des voiries ferroviaires, et ainsi de suite. Mais ce que je crois, c'est que c'est un chantier qui est à notre portée, parce qu'en Corse, on a des ressources exceptionnelles. Il nous appartient par contre de sortir de l'archétype énarque imposé par l'administration française et qu'on réinvente un mode de gouvernement adapté à une petite île, à une petite population, avec des disparités géographiques et avec des clivages liés à notre histoire, avec entre autres une problématique entre les bassins de vie d'Ajaccio et de Bastia, avec Vitsavone au milieu, et peut-être, je crois, que Corté peut être un point d'équilibre pour un recentralisme de l'administration, non pas dans le symbole pauliste, ça c'est une chose, c'est un clin d'œil à l'histoire, mais tout simplement que l'un et l'autre n'aient pas l'impression d'être délaissés, et que de cet endroit central, on puisse irriguer toute la Corse avec une administration de proximité qui soit là pour appuyer les populations qui aujourd'hui en ont de plus en plus Valérie besoin. Bozzi, sur la mise en place de la collectivité unique, quel délai, quelle mise en place pour vous? La mise en place, elle est immédiate. Le 2 janvier, il faudra être efficace, il faudra organiser les services de manière efficiente, et puis surtout, il faudra pallier à une carence. Aujourd'hui, le risque, c'est d'avoir ce qu'on a appelé un roi de Corse, c'est d'avoir un centralisme de la prise des décisions, et moi, je propose au contraire de contractualiser l'ensemble des décisions les plus importantes et les projets porteurs pour l'avenir de la Corse avec les élus locaux, maires et présidents d'intercommunalité, pour redonner la parole au territoire et ainsi rééquilibrer les pouvoirs. C'est un risque. Aujourd'hui, tout doit être repris dans cette nouvelle collectivité. L'aide aux associations, l'aide aux communes. Il faut un nouveau règlement. Tout doit être mis en place de manière efficace. Et puis, il y a aussi une ressource du personnel qui sera... Alors, il y a du personnel de qualité qu'il faudra utiliser au mieux pour mettre en place les nouveaux services. Notamment les personnels du conseil départemental. Notamment le personnel du conseil départemental de ZA, qui est de grande qualité et qui sera bien utile pour la mise en place et l'harmonisation des services sociaux au niveau de la Corse. Charlotte Jarmou, qui est un élu du rural, sur la représentation des territoires, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un nouveau statut en organisant à la fois la représentation des territoires, les compétences? Il faut refonder la restructuration et l'organisation de la Corse dans un nouveau statut par une loi spécifique, parce que je vous ai dit ce qui ne va pas dans les communautés des communes, et je suis très inquiet à l'inverse de Madame Bozzi. Quant aux communes, je vais vous dire pourquoi. Vu l'état des finances, j'en reviens, il faut en revenir. Je me demande comment les dotations quinquennales vont pouvoir être assurées pour les communes. C'est la grande question que je me pose. Maintenant, moi, je vais axer mon programme sur la décentralisation de certaines compétences, je vous le dis, dans les grands bourgs de l'intérieur, puisque certaines personnes ici seraient d'accord pour revitaliser, puisque les services sociaux s'en vont, ce serait une chance pour nous. Et la formation, il faudrait qu'on puisse faire des contrats d'objectifs territoriaux, je vous le rappelle, c'est peut-être une des seules régions où ça n'existe pas, donc qui sont très bien faits pour relancer la formation professionnelle, l'apprentissage. Et après, nous pourrions aussi travailler dans les domaines dans lesquels nous sommes forts, je vous le rappelle, l'économie et l'agroalimentaire, qui sont à développer, et surtout l'industrie
de l'agriculture biologique dont j'aimerais créer une certification au sein de l'Assemblée de Corse avec des dotations pour les jeunes agriculteurs. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. C'est les domaines où on est le plus fort, sur le tourisme de montagne et sur l'environnement, sur lequel je vais revenir. Vous savez qu'il y a une loi qui est sortie le 26 janvier 2017, qui est une directive européenne, qui nous permet maintenant de faire une usine de revalorisation. C'est sur la collectivité unique. Là, on va faire parler Jacques Casamart. Comment vous la voyez? Est-ce que c'est forcément une plus-value? Je crois que déjà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème démocratique. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en 2003, 55% des citoyens corses avaient voté et n'étaient pas d'accord avec ce qui a été proposé. Je crois que ce qui manque vraiment, et ça pose d'ailleurs un vrai problème dans la société, c'est qu'il n'y a pas eu de débat politique. Il n'y a pas eu de débat politique pour savoir vers où on va aller. C'est-à-dire que je vous garantis que l'essentiel des Corses aujourd'hui est dans le flou quant à l'avenir de cette collectivité unique. Donc il y a déjà un problème démocratique, premièrement. Deuxièmement, ce qui se passe ici en Corse, mais ce n'est pas le résultat de la volonté de l'État d'aller vers plus d'autonomie pour la Corse. Ce n'est pas vrai. C'est tout simplement l'adaptation, ici en Corse, donc un laboratoire, à la loi NOTRe, qui n'est elle-même que l'adaptation, d'ailleurs, aux traités européens. Ce n'est que ça. Et vous verrez d'ailleurs que dans peu de temps, comme en 1982-1986, dans quelques années, vous verrez que la collectivité unique, on va la retrouver dans toutes les régions de France. Donc, la question fondamentale, c'est bien la question des dotations. Parce que ce qui se passe avec cette collectivité unique, c'est une baisse des dotations de l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis en œuvre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on ne se positionne pas en termes de rupture sur ces questions-là, eh bien, très vite, on va être dans la difficulté. Parce qu'en effet, on va être obligé de faire appel à l'impôt public. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce qu'il y aura des baisses de dotations. Là-dessus, Jean-Charles Orsout, si vous partagez le constat, on n'aura pas assez de financement? Vous savez, je vais vous répondre que sur cette collectivité unique, moi, la première chose que je lui souhaite, c'est d'être géré comme vient d'être géré le conseil départemental de la Haute-Corse par François Orlandi. Ça, c'est ce que je lui souhaite à cette collectivité unique. J'espère qu'elle échappera après un central. La collectivité, c'est celle qui amène le plus de dettes. Hein. Oui, voilà. Mais pas du fait de l'action de François Hollande. Bien au contraire, c'est l'héritier de la famille politique l'ensemble des forces politiques. Le jeudi 16 novembre, l'ensemble des forces politiques, droite, nationalistes et sa majorité ont tous loué le travail exceptionnel qui a été fait. Je poursuis, s'il vous plaît, juste pour vous dire qu'après un centralisme parisien, j'ose espérer que nous n'aurons pas affaire à un centralisme régional. J'ose espérer que nous saurons travailler sereinement sur le statut et les missions des agents. J'ose espérer qu'à un moment donné, il n'y aura pas de tutelle de la part de la future collectivité unique sur les intercommunalités et les communes. Et pour répondre à votre question sur les moyens, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut rétablir un rapport de confiance avec l'État qui nous a garanti des moyens constants pour les 3 années à venir, mais nous savons qu'il faut un rapport de confiance fort pour que nous continuions à obtenir de la solidarité nationale tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que cette collectivité unique répondent favorablement aux besoins des Corses. Et aujourd'hui, l'envie de mutualisation, l'envie de répondre efficacement par le choix que nous avions fait tous ensemble d'aller vers cette collectivité unique me paraît être un formidable challenge que nous devrons relever. Et permettez-moi de le dire, ce sera le challenge à relever dans les 3 ans à venir, la mise en place de cette collectivité unique. Ce qui ne nous empêchera pas, les uns et les autres, je dirais de façon masquée, de réfléchir à l'amélioration des compétences, parce que notre rôle ici, c'est de faire en sorte que les compétences correspondent à une bonne échelle pour être le plus efficace possible. Jean-Martin Mondolone, c'est un vrai défi. La solidarité nationale, vous allez prendre les impôts, vous allez les prendre. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, monsieur Jacob. Jean-Martin Mondolone, c'est le défi premier. Voilà le problème. Écoutez, nous, très simplement, on était non pas contre la collectivité unique, mais contre cette collectivité unique. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien dans la note d'ambiance de ce débat, il y a une forme de tyrannie de la pensée unique. On va arriver à un modèle de collectivité unique pour aboutir à un système, à un régime de pouvoir unique, avec une concentration excessive des pouvoirs qui ne seront pas organisés à la faveur de contre-pouvoirs et avec les grands oubliés de cette réforme que seront... Et qu'est-ce que vous mettriez en place comme contre-pouvoir si vous êtes président de l'exécutif? Vous en mettriez un? Si un jour le statut de la collectivité devait évoluer. Je dis bien si un jour parce que nous militons très clairement pour une pause institutionnelle. Parce qu'il faut arrêter de céder à cette fièvre institutionnelle. Je veux rappeler... Nous êtes aussi pour l'autonomie. Je veux rappeler à celles et ceux qui nous observent ce soir que pour la première fois dans l'histoire de la décentralisation, pour la première fois, un statut n'est pas encore né, que déjà on parle du statut d'après.
c'est bien la preuve qu'il y a une volonté d'aller toujours plus loin, de jeter l'encre toujours plus loin. Donc nous, très sérieusement, on veut faire réussir cette collectivité. Pour réussir, il va falloir y mettre tous nos efforts, toute notre énergie, tout notre temps, toute notre disponibilité. Créer les conditions en matière d'ingénierie de dialogue social. On n'absorbe pas 2 départements. On ne fusionne pas 2 départements avec une collectivité dont le législateur a transféré un certain nombre de compétences auxquelles elle est familiarisée, en matière de transport, en matière de culture, en matière de tourisme, avec une autre dimension qui est notamment la dimension sociale. C'est pratiquement 4500 agents que nous avons à gérer, qui sont, nous les avons rencontrés comme d'autres, inquiets sur l'avenir de leur régime indemnitaire. Ils ne vont pas être moins payés, mais ils sont inquiets sur les harmonisations. Il faut commencer par les rassurer, et je fais à l'instar de ce qu'a eu l'intelligence de faire Gilles en arrivant, et je veux lui rendre crédit, en continuant à s'appuyer sur une administration de grande qualité. Je veux rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont une haute idée du service public, que je veux rassurer de ce soir en leur disant que si nous arrivons aux affaires, nous allons continuer à nous appuyer sur eux. Enfin, et surtout, il va falloir exercer de nouvelles missions et créer les conditions à terme, parce que c'est la question de fond, pour créer et trouver des gisements d'économie. Car oui, le sens de l'histoire, c'est quand même que l'État va vers des fonctions moindres en matière de dotation et qu'il va falloir, et c'est l'enjeu, restaurer un pacte de confiance avec l'État. Pardon pour cette note politique, mais je ne considère pas que la majorité, dans une posture qui est souvent une posture de défiance, ait alimenté un partenariat respectueux, et donc un partenariat fertile avec l'État central. Oui, mais les dotations sont en baisse et de fiscalité propre, il n'y en a pas, Jacques Casamart. Est-ce qu'il ne faut pas une fiscalité propre à la Corse? Parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Déjà, je pense qu'il est important de donner les chiffres. Vous savez que tout impôt confondu, actuellement, il y a 1,9 milliard qui est collecté sur la Corse et que actuellement la République émet 3,6 milliards. C'est-à-dire que le différentiel entre la collecte et ce sont les chiffres qui sont, à mon avis, c'est les bons chiffres qui sont donnés. Donc ça veut dire qu'on a un problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut faire appel à l'impôt? À mon avis, non. Ça veut dire qu'il faut revenir sur les politiques qui ont été menées en Corse depuis 30 ans. La politique du tout-tourisme est un échec. C'est ça la réalité. Qu'une économie de l'île, elle se mène sur toutes les filières qui peuvent être. Où trouvez-vous les sources de financement? Il faut ouvrir de nouvelles filières. Regardez Corse Composite. On a des jeunes là, qui sont des jeunes ingénieurs, qui travaillent, et c'était une décision politique. Je crois qu'il faut qu'il y ait des décisions politiques qui décident qu'en Corse, on va créer des emplois à forte valeur ajoutée. Après, c'est pas seulement ça, il y a d'autres filières qu'il faut aujourd'hui développer. Est-ce que c'est normal que l'on fasse venir les tomates du sud de l'Espagne? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir ici une politique qui permettrait à des jeunes de s'installer dans le maraîchage? Sauf qu'il n'y a pas les aides qu'il faut aujourd'hui pour permettre cela. On pourrait parler des nouvelles technologies, on pourrait parler des nouveaux métiers de la mer. Et vous savez, fondamentalement, je crois qu'il faut tourner le dos. Et je m'arrêterai là-dessus parce que... On va finir le tour de table sur la collectivité. Donc, non, vous êtes en avance, vous n'avez pas les comptes, c'est nous qui les avons. Gilles Simeoni, sur la collectivité unique, il fallait peut-être s'en préoccuper un petit peu avant du financement, non? Oui, moi j'ai une approche pragmatique et je considère, certainement comme toutes celles et ceux qui sont ici, que c'est un enjeu fondamental et qui est devant nous demain matin. Ça commence le 2 janvier. D'abord, il faut la réussir. Quoi que l'on pense du processus qui nous y a amenés, il faut la réussir et il faut la réussir pour la Corse et pour les Corses. C'est un enjeu institutionnel important parce qu'il s'agit de passer de 3 structures très différentes, la collectivité territoriale de Corse et les 2 conseils départementaux qui sont eux-mêmes différents entre eux, dans leur fonctionnement et dans leur organisation, à une administration moderne qui a vocation à projeter, à inscrire résolument la Corse dans le XXIe siècle. Premier enjeu, c'est construire cette collectivité en impliquant l'ensemble des agents et des fonctionnaires. Ils vont être effectivement près de 5000, en les rassurant d'abord. Nous avons tenu à le faire en amont et je pense qu'il sera de la responsabilité du futur président du Conseil exécutif et de l'ensemble de la majorité territoriale de continuer à le faire en termes de refus de la mobilité géographique forcée, en termes effectivement de régime indemnitaire. Vous savez que nous avons tenu à ce que le délai pour l'adopter soit réduit par rapport à ce qu'étaient les propositions gouvernementales, en termes de transparence et d'équité dans les recrutements et dans les avancements, autant de choses que nous avons commencé à faire au sein de la collectivité territoriale de Corse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut également rassurer l'ensemble des Corses. Il y a effectivement aujourd'hui, sinon une crainte, en tout cas une interrogation, cette collectivité sera-t-elle capable de traiter de la même façon
avec la même force, avec la même équité, l'ensemble des citoyens de l'île et l'ensemble des territoires. Ça, c'est une question fondamentale qui dépasse de loin l'antagonisme séculaire entre Bastia et Ajaccio. Il y a un équilibre à trouver entre Bastia et Ajaccio, c'est une évidence. Et il y a un équilibre à trouver entre toutes les villes de Corse, entre toutes les régions, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Exact. Et j'allais dire, peut-être avec encore plus de vigilance pour celles et ceux qui ont le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir été oubliés ou délaissés, et notamment pour les zones rurales, les zones de montagne et de l'intérieur. Par exemple, proposition concrète, au-delà du numérique, qui est une révolution, qui doit nous permettre d'accélérer, y compris le traitement des questions, une implantation, una gaz territoriale et diagolettività dans chaque région pour que les citoyens, les chefs d'entreprise, les élus locaux aient une porte d'entrée directe, un interlocuteur direct qui puisse ensuite les orienter rapidement vers le service compétent pour traiter leurs demandes. Troisièmement, la gouvernance. La gouvernance, elle est essentielle. Il ne peut pas y avoir de concentration des pouvoirs. Je rappelle qu'il doit y avoir, premièrement, et nous l'avons fait, nous avons commencé à le faire, un vrai équilibre des pouvoirs. Conseil exécutif, Assemblée de Corse, véritable Parlement, Conseil économique, social et culturel, que nous avons redynamisé, société civile, Assemblée di Adjuento, certainement. Deuxièmement, rapport avec les territoires. Effectivement, il y a la Chambre des territoires, il faudra la faire vivre. Il y a la nécessité de contrats territoriaux d'objectifs que l'on peut décliner non seulement dans le domaine de la formation, de l'aménagement du territoire, de la mise en valeur des opportunités économiques, c'est essentiel. Et puis, au-delà de ces aspects-là, il y a également l'aspect financier. L'aspect financier. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement qui a renié les engagements financiers du gouvernement précédent. Je regrette que celles et ceux qui sont ici en face de moi n'aient pas eu un mot pour le dénoncer. C'est pas une réalité. Ça, c'est un fantasme que vous avancez, Gilles, aujourd'hui. C'est pas la réalité. Vous avez accepté que l'on pénalisa. Premièrement, c'est pas la réalité. Deuxièmement, je crois que c'est pour ça qu'on parle souvent de rétablir la confiance avec le gouvernement, parce que c'est sans ces moyens-là aujourd'hui. Et moi, j'insiste un peu. Aujourd'hui, pour financer tous ces pour répondre à M. Giacomi, aujourd'hui, il y a des politiques nationales. Pour une fois, je vais y faire référence en matière de formation. Sur le numérique, sur les maisons de santé, comment financer? Jean Vitus n'arrête pas de poser cette question depuis le début de la soirée. Il n'y a pas de réponse. Eh bien, tout simplement, en s'inscrivant, en faisant en sorte que la représentation de la Corse soit en capacité d'aller arracher à Paris notre juste dû. Pas de la mendicité. Nous avons suffisamment donné pour ce grand pays qu'est la France pour aujourd'hui attendre notre juste dû tel qu'il vient d'être expliqué sur la solidarité nationale. Je répète, sur la formation, sur demain les maisons de santé, sur le numérique, il y a un plan national qui va être mis en place. C'est aujourd'hui à nous, quel que soit d'ailleurs le vainqueur de cette élection au soir du 10 décembre. C'est à nous, et d'ailleurs avec l'ensemble des élus représentatifs, qu'il faudra se faire entendre. Charles Jacques a peut-être une réponse. Moi, je pense que tout est lié au numérique, sur les maisons de santé, vous le savez très bien, et sur la télémédecine. C'est justement les infrastructures qu'il faut développer avant de proposer. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On est tous d'accord là-dessus. Il faut trouver les financements. Mais après, il y a deux thèmes sur lesquels vous n'avez pas abordé et que j'aimerais revenir dessus. J'ai regardé le commerce extérieur de la Corse, dont personne ne parle. Et dans un des domaines où on devrait être les plus forts, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, on est complètement déficitaire. Alors qu'on a l'agriculture qui devrait être à la pointe de notre organisation économique. Voilà, par exemple, ce domaine-là est complètement déficitaire. Voilà des emplois à créer par centaines. Après, un autre domaine qui nous coûte cher, M. Orsucci, et dont la République En Marche ne se vante pas trop, c'est l'immigration. Avec la paupérisation qui est en Corse, les gens n'en peuvent plus, n'ont pas de logement. Oui, l'immigration, bien sûr. Vous en êtes la République En Marche, avec l'Europe qu'elle fait, ça arrive nous resterons fidèles à nos valeurs. Vos valeurs, nous avons les nôtres. Nous resterons fidèles à nos valeurs. Et j'assume. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne pouvons jamais nous retrouver, vous et moi. Voilà, c'est bien. Ça, c'est la bonne chose de la soirée. Chez nous, les gens n'ont pas de logement, n'ont plus de travail, n'ont plus rien. Et je ne parle pas de l'immigration de travail, que je respecte. Je parle de l'immigration économique, qui est en train de plomber la société corse. Ça s'appelle la politique des boucs émissaires, M. Jack. Et l'islamisme qui est en train de gagner la Corse. Et vous le savez très bien. On y arrive. Les attentats donnés par le ministre qui est venu nous annoncer tout
tout Guilleret qu'il avait arrêté 32 attentats. Voilà la société qu'on nous propose pour demain. Et sachez qu'en Corse, il y en avait plusieurs qui ont été arrêtés, qui ont été stoppés. Et je vais vous dire mieux. Il y a un mouvement islamiste corse qui a été arrêté, qui a été stoppé par certains services de l'État. C'est pour ça qu'il faut une police forte. Sachez que la Corse n'est pas une communauté des destins où vous aurez des civilisations parallèles. C'est la communauté du oui, Visal Virgin, et que nous sommes une société de liens et de vécu, et que vous n'arrivez plus rien à intégrer. Voilà le problème de la Corse demain. Nous voulons rester Corse. Voilà, c'est tout. Et de ça, on n'en veut pas. C'est quand même une loi qui mérite des... Oui, mais si on engage encore ce débat-là, on n'aura pas le temps de parler des problèmes sociaux. La politesse ne vaut pas approbation. Qui sont au moins aussi importants. On va aborder les problèmes sociaux. Vous savez qu'en 1900, Jacques Casanova, parce que le chiffre, en 1915-1916, il y avait 5000 Corses en Corse. Ici, 5000 Serbes, excusez-moi, qui étaient venus ici dans le cadre des accords franco-serbes. On ne va pas aborder ce problème-là, sinon on n'en finit plus. Sur les problèmes sociaux, la clé qui est la coordination de lutte contre l'exclusion, vous avez adressé une lettre à tous vous demandant à travers 9 questions quel était votre projet, par exemple, de territoire pour réduire la pauvreté et la précarité. Alors il y a quand même 3 questions qui ressortent. La réduction du coût de la vie en Corse, le déficit de logement social et puis l'amélioration de la formation pour qu'elle débouche sur un emploi. Sur ce dernier point, qu'est-ce que vous envisagez, Jean-Martin Mandologne? L'État semble préparer une réforme de la formation professionnelle qui pourrait bien enlever quelques compétences, sinon toutes, aux régions. Très clairement, en matière de formation, nous avons une équation qu'on n'arrive pas à résoudre collectivement depuis 20 ans, qui consiste à injecter des dizaines de millions d'euros dans la formation et à ne pas créer les conditions pour satisfaire les besoins en tension. On a tous connu... dans l'hôtellerie, dans la restauration, à la terrasse des cafés, dans les restaurants, des situations où vous ne trouvez plus un seul Corse. Et pour moi, un Corse, c'est quelqu'un qui a été formé en Corse. C'est quelqu'un qui a bénéficié de l'argent du contribuable pour être formé sur place. Vous ne pouvez pas avoir des stations balnéaires à 2 km à vol d'oiseau de lycées hôteliers qui ne satisfont pas cette demande. Je pourrais élargir à l'agriculture, je pourrais l'élargir au bâtiment. Et ce ne sont pas seulement les directives européennes qui créent ces situations. Je voudrais élargir le problème de la précarité au programme de mandature qui est le mien, qui n'est pas seulement un programme, mais qui est un projet, parce que tout se tient. Derrière sa baie, derrière l'acronyme, il y a le problème de la précarité qui doit trouver des solutions en matière de santé, parce que lorsqu'on est pauvre, on est dans le renoncement aux soins. En matière d'environnement, parce que lorsqu'on est pauvre, mais on n'a pas accès aux bonnes ressources, et la problématique de l'eau sera déterminante, ce sera l'enjeu du XXIe siècle. Problématique de formation, parce que lorsque vous êtes pauvre, vous sortez du système éducatif pauvre et sans formation, et économie, parce qu'en matière d'économie, lorsque vous êtes pauvre, mais vous ne vivez pas l'économie, vous la subissez. Valérie Baudzi, sur ce problème de précarité, se corriger sur la durée, et on fait ce constat-là, et on fait comme si celles et ceux qui ont été au pouvoir pendant 30 ans de façon ininterrompue, et qui tenaient les rênes dans ces domaines-là, n'avaient aucune responsabilité dans la situation actuelle. Ça me paraît quand même... On va laisser répondre c'est très en retard. Merci. Alors, donc, sur la question sociale, c'est vrai que la question s'aggrave et il faut d'abord maintenir les dispositifs d'aide et de solidarité existants, voire les intensifier, mais il faut aussi apporter une réponse économique aux problèmes sociaux. Et c'est ce que je proposerais. D'abord, comme vous l'avez précisé, d'abord le maintien de l'emploi existant, c'est aussi une priorité, on en parle peu, par l'investissement public-privé, le soutien aux activités créatrices d'emplois, BTP, tourisme, filière agroalimentaire, effectivement, c'est une filière à développer, mais pour cela, il faudra modifier le PADUC, parce qu'avec le PADUC actuel, l'agriculture est aussi en danger, puisque les espaces stratégiques agricoles doivent être relocalisés, ils ne permettent pas une agriculture de qualité. Et puis la formation, c'est une question très importante pour réduire le chômage. Aujourd'hui, ce que moi je propose, c'est que la nouvelle collectivité soit l'interface entre les entreprises, interface directe entre les entreprises qui cherchent des salariés et les formations, qu'elle prévoit des formations très courtes pour répondre immédiatement aux demandes du secteur qui cherche des salariés. Il y a aujourd'hui beaucoup trop
de salariés qui viennent du continent. Dans certains secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, on n'arrive pas à trouver du personnel sur place qualifié qui puisse répondre immédiatement, renforcer les formations pour les besoins adaptés à Lille, ce que n'est pas actuellement les formations proposées, pas toutes en tout cas, proposées par l'actuel CTC. Paul-Félix Benedetti, vous qui avez axé votre campagne en particulier sur ces problèmes sociaux. Le social, le problème, il ne faut pas s'arrêter aux incantations, à faire l'almanach de la misère. Il faut partir d'un constat de l'économie réelle de la Corse qui a permis en 25 ans de quasiment doubler les flux circulants d'argent, ce qu'on appelle le PIB marchand. Et à côté de ça, on a accentué la misère. Pourquoi ? On a eu une politique qui a été déficiente et qui a consisté pour deux parties à nous déposséder. La première, c'est qu'on a réussi à faire vivre en Corse 80 000 personnes de plus qui sont arrivées de toute l'Europe, à qui on a redonné un niveau de vie moyen. Ça représente 2 milliards d'euros. Donc la Corse, par ses propres ressources, elle a réussi à créer cette activité pour 80 000 personnes en plus. 250 000 personnes en 1990, 335 000 aujourd'hui. Ça, c'est une activité économique. On l'a sortie de quelque part. Après, d'un autre côté, on a l'activité économique, les 2 milliards d'euros moyens de la construction, essentiellement de la captation d'argent pour les résidences secondaires, qui donnent virtuellement des flux d'argent, mais dans la réalité, c'est quoi ? Des matériaux qu'on ne construit pas, une main-d'œuvre qu'on n'a pas réussi à former. On a dû faire venir des maçons du monde entier, par exemple, et d'un autre côté, des flux financiers ensuite liés à l'activité secondaire de la spoliation par le tourisme résidentiel, l'ubérisation de la location, qui font qu'on est dépossédé. Donc aujourd'hui, on doit réinventer un contre-modèle social. On doit rééquilibrer les prix. On ne peut pas accepter le monopole de la grande distribution en Corse, alors que c'est un modèle... Quel pouvoir a une collectivité territoriale de réguler les prix ? En 1973, elle a fait la loi Royer. Par exemple, les Français eux-mêmes à Paris ont interdit des grandes surfaces de plus de 1000 m². Et depuis 2 ans, ils ont interdit les grandes surfaces de plus de 500 m². Et nous, on a fait Ajaccio, la même, parce que c'est le modèle réduit, mais c'est quasiment la même, que la dernière qui a été faite par le groupe Auchan au Tadjikistan. Et c'est pas une blague, c'est la réalité. Elle a été inaugurée il y a 8 mois. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans la démesure et dans la démagogie. À côté de ça, qu'est-ce qu'on va continuer à compter ? La misère. Il faut qu'on se rééquilibre. Ça veut dire que la force publique, elle doit à un moment donné, par exemple pour la grande distribution, créer une centrale d'achat territoriale qu'on paiera sur de l'argent public pour permettre aux petits commerces de s'approvisionner. On ne peut pas accepter qu'en Italie et en Sardaigne, le gros des échanges alimentaires soit 25% plus bas qu'en Corse, avec le même niveau de vie. C'est tout simplement qu'il y a un système de marge et de capitalisation qui est différent. Tout simplement, on doit inventer un autre... Pour les logements, comment on peut admettre qu'on ait 20 000 personnes qui sont dans l'attente d'un logement décent alors qu'on construit 4000 logements pour des nantis du monde entier. Le pays qui fait cette économie-là, c'est un pays qui est démagogue, où il n'y a que des schizophrènes à son commandement. On doit repenser une économie centrée pour les... La Corse est potentiellement très riche. C'est-à-dire que notre misère est artificialisée par une captation financière, d'une part, par une cinquantaine ou une centaine de familles de Corse qui sont en train de tout prendre, et ensuite par les centaines de résidences secondaires qui sont en train là aussi de nous anéantir. Jean-Charles Orsucci, sur ce constat... On a commencé à inverser le modèle. Moi, je vais vous dire, je rencontrais les chefs d'entreprise il y a quelques jours. Le chiffre, c'est 200 millions d'euros qui sont dédiés aujourd'hui à la formation. Et on voit bien que ça ne marche pas. Inversement, on voit bien qu'il y a une opportunité, je le répète, par rapport à la politique nationale qui va être menée. Et on se battra pour qu'elle ait sa véritable déclinaison de façon locale. Parce qu'il ne peut avoir l'État risque de reprendre les rênes. Eh bien, nous nous battrons tous ensemble pour que nous gardions la main, mais que nous soyons plus efficaces. Parce qu'il faut aussi reconnaître dans ces cas-là que nous n'avons pas été très efficaces. Donc aujourd'hui, il y a un grand mot qu'il faut aussi utiliser, c'est la transition écologique, qui est pour la Corse, je crois, une véritable opportunité. La Corse ne peut plus faire le choix de la quantité. La Corse, dans les différents domaines, doit faire le choix de la qualité. Et là aussi, j'aimerais juste dire un mot, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, on est des fois un petit peu trop, les uns et les autres, un peu trop pessimistes. Renvoyons un message aussi positif à la Corse et aux Corses, y compris à ceux qui souffrent. Le meilleur moyen de les faire sortir de la précarité, c'est de leur donner un emploi. Et pour cela, il y a des réussites. Prenons l'exemple du vin, prenons l'exemple des eaux. Il y a un tas de réussites aujourd'hui en Corse. Il faut
consolider, il faut libérer, il faut protéger, comme l'a dit le président Macron à Fouriane, mais il faut aussi faire en sorte que, par exemple, je vous donne un exemple, moi j'en donnerai qu'un pour pas prendre trop longtemps la parole, c'est celui de mettre aujourd'hui, je dirais, l'enveloppe de continuité territoriale de l'aérien, en préservant bien sûr, je rassure, les personnels d'Air Corsica sur le bord à bord pour baisser le prix efficacement et faire en sorte qu'on puisse aller aujourd'hui, quand on doit soigner... la ligne de Paris, c'est ça? Pardon? Ne plus subventionner la ligne de Paris? Il faut avoir le courage de le dire et dire que sur Paris, on peut libéraliser l'offre pour pouvoir véritablement créer un boost et c'est ça aujourd'hui que nous devons faire. Jacques Casemar, vous pouvez partager le constat de Paul Félix Bénédette, peut-être moins celui de Jean-Charles Arsouch. En partie, il y a des choses qui ont été dites que je trouve intéressantes, mais ce qui reste et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une partie de la Corse qui prospère dans le luxe, dans le BTP. Il se gave, tout à fait, dans le BTP, dans les transports publics. Il y a toute une série de domaines sur lesquels on pourrait travailler. La réfection de TVA, il y a 194 millions d'euros qu'on pourrait récupérer très vite. Puisque vous savez très bien que l'essence, on la paye moins cher ici en Corse. Vous savez très bien que certains produits de première nécessité sont taxés... Plus cher, excusez-moi. Certains produits de première nécessité sont taxés à 2,1. On n'a pas de retour. Regardez, la vie est beaucoup plus chère, puisqu'il y a des études qui ont été faites. La vie est plus chère que sur l'ensemble de la France continentale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire inverser ça. Ça veut dire que déjà, il faudrait récupérer ces 194 millions de réfections de TVA qui n'ont pas été redistribuées, dans le pouvoir d'achat des salariés. Ça me semble. Donc il faut une fiscalité propre à la Corse. On parle du logement, mais écoutez, en tout cas, c'est propre à la Corse, ça, parce que la réfection de TVA, elle est bien sur la Corse. Mais vous n'êtes pas d'accord pour un statut fiscal Écoutez, moi, je vous parle de cette réfection de TVA qui fait que la TVA est moins chère, mais les produits sont plus chers. Il faut qu'on s'interroge pourquoi. C'est-à-dire que les produits devraient être moins chers. Les produits devraient être moins chers à la consommation. Donc, si vous permettez, je vais terminer. Et puis, il y a quand même pas le logement social, puisque vous êtes parti de cette idée. Il y a 6 000 demandes de logement social actuellement dans l'île. 6 000 demandes qui ne sont pas satisfaites. Donc, ça veut dire qu'il faudra bien, de toute manière, retravailler ces questions-là qui sont essentielles pour l'avenir de nos concitoyens. Sur le social. Fini le tour de table, très vite. Parler un peu de la formation, il faudrait recommencer par les lycées. Vous savez que sur le continent, il y a beaucoup d'initiatives pour le domaine du haut débit, donc, et sur l'apprentissage, après avec l'enseignement supérieur sur la recherche et l'innovation et sur l'attractivité du territoire. Après, pour le reste, la formation professionnelle que j'ai repris tout à l'heure avec les fameux contrats d'objectifs territoriaux qu'il faudrait mettre en place dans tous les domaines, par exemple le numérique, la restauration, le service, l'hôtellerie, etc., etc., etc. Mais j'ai quelques domaines où on peut créer de l'emploi. Il y a des régions de France où on a fait de l'éco-rénovation du bâti ancien dans le rural. Ça crée des centaines d'emplois et des dizaines d'artisans qui se remettent en place. Après, j'ai un domaine quand même où vous n'avez pas parlé, où on peut créer quand même 50 emplois de haute technologie, c'est l'usine de revalorisation énergétique. Donc, qui pourrait être faite au centre de la Corse et qui relancerait le train. Donc, on créerait une centaine d'emplois, on serait en relation avec l'Université de Corse. Vous voulez des emplois, on les crée. C'est entièrement, je précise, financé par l'Union européenne, suivant la directive, je vous le rappelle, du 26 janvier 2017. Voilà, c'est du concret. Alors, Gilles Simeoni là-dessus, rapidement, avant de passer au dernier thème. Globalement, on a été sur un modèle BTP, construction de résidences secondaires, et tourisme de masse, qui était un modèle spéculatif et ruineux. Il faut changer le modèle et il faut passer à une économie qui est diversifiée, qui est équilibrée, où notamment il y a la place pour l'agriculture, pour les services, pour le numérique, pour un BTP maîtrisé, pour un tourisme de qualité, etc. On en est d'accord. Pour la première fois, on a un document stratégique. Nous l'avons élaboré au terme de dizaines de réunions, en concertation avec l'ensemble des acteurs, et sa qualité a été soulignée par l'ensemble des groupes qui l'ont d'ailleurs voté. C'est quand même important de le rappeler aux Corses. Deuxièmement, je vous prends un exemple concret, où il peut y avoir une politique volontariste. Ajaccio et Grand Ajaccio, en 18 mois, 5 000 permis de construire. La plus-value foncière, c'est environ 100 millions d'euros. On a laissé totalement le privé, en général des grands groupes, construire. Cette plus-value, elle échappe. Si demain vous avez une opération d'aménagement qui est portée par la puissance publique, et ça va être possible, eh bien, ces 100 millions d'euros, c'est la puissance publique qui les récupère, qui a la capacité de construire et qui a la capacité de réinvestir. Les privés gagnent leur vie,
on crée du logement et avec 1 euro investi, on en génère 8 ou 10. 100 millions d'euros, ça fait 1 milliard d'euros d'investissement sur quelques années et vous pouvez développer votre politique du logement qui permet également aux plus pauvres, aux plus démunis, d'accéder à la propriété parce que notre objectif ne doit pas être seulement de créer uniquement des logements sociaux en location. L'idée, c'est que chacun ait son toit sur cette terre de Corse. On avance un peu, il nous reste à peine un peu moins d'un quart d'heure d'émission. On va parler d'un thème et je vous demandais des interventions rapides. C'est le PADUC qui revient sur le devant de la scène. Il a été voté en 2015 par la majorité territoriale de gauche avec l'appui des nationalistes à ce moment-là. Certains aujourd'hui veulent s'en débarrasser, d'autres l'amender pour le rendre moins restrictif. C'est votre cas, Jean-Charles Orsucci, vous qui l'avez fait, vous voulez l'amender aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans le droit fil de l'esprit de notre mouvement, nous sommes pragmatiques, très courts. Je revendique d'avoir voté ce PADUC qui est un bon document pour la Corse. Il n'a pas ruiné la Corse. Il n'a pas ruiné la Corse, il n'a pas été mis en œuvre par l'actuelle majorité, donc je ne pense pas qu'il ait pu ruiner qui que ce soit. Je pense par contre que quand il va être mis en place aujourd'hui par les maires, moi j'ai été interpellé. Je vous prends un exemple. Vescovat, il y a une semaine, le maire, Marie-Jeanne Feld, qu'on ne peut pas suspecter de ne pas être une femme totalement honnête, une femme intègre, intelligente, Bus Marchion, ancien élu de gauche, maire de Vescovat, il m'interpelle en me disant attention, Jean-Charles, vous devez aussi regarder à la révision de ce PADUC parce qu'aujourd'hui, dans son application locale, dans sa mise en œuvre, il va pénaliser le développement de notre commune. Il peut engendrer des problèmes pour permettre à des jeunes Corses de se loger. Donc, je le dis très rapidement, je suis pour le maintien des espaces remarquables. Je suis pour le maintien, je dirais, en quantité des espaces agricoles. Maintenant, de façon pragmatique, il faut pouvoir permettre aux maires d'être efficaces dans les choix parce que, je le répète, il n'y a pas la collectivité territoriale n'a pas fait à exercer de tutelle sur les mairies ou sur les Valérie Bod, vous voulez réviser plus en profondeur. Hein. Oui, le PADUC aujourd'hui aurait dû être un document qui simplifie l'élaboration de PLU pour les communes, qui permet une adaptation de la loi littorale et loi montagne. Au contraire, il est venu complexifier les choses pour les élus locaux et puis il n'est pas un document d'aménagement stratégique technique, ce qu'il devrait être. Il est beaucoup trop complexe. Il prévoit le statut de résident, la co-officialité de la langue. Ça n'est pas un document qui devrait prévoir ce genre de notions. Au contraire, il doit être plus technique. Les espaces stratégiques agricoles ont été localisés dans des secteurs qui ne permettent aucune agriculture, en plein village, dans des zones urbanisées, qui au contraire bloquent le développement du rural, par exemple. Il faudra relocaliser ces espaces stratégiques agricoles pour permettre de développer... Sur le modèle de celui de Stéphanie Grimaldi notamment ? Un nouveau modèle, tout doit être repensé. Aujourd'hui, il faut relocaliser les espaces stratégiques agricoles. Il faut préserver, bien sûr, notre environnement, qui est notre atout majeur, qu'il ne faut pas négliger. Mais il faut aussi permettre aux Corses de se loger à des tarifs intéressants. Aujourd'hui, la raréfaction des terrains constructibles, et notamment dans les villages, entraîne une augmentation, une flambée des prix. Je pense que ça n'était pas la volonté lorsque ce document a été élaboré, mais c'est le constat aujourd'hui. Alors, sans parler du littoral, c'est également le cas sur la plaine, sur le rural, et c'est forcément confiscatoire parce que tous les jours, dans toutes les communes que j'ai visitées, des personnes nous disent voilà, moi j'ai un terrain et mes enfants ne peuvent pas construire sur le terrain de famille. Donc ça n'est pas acceptable. Il faut aujourd'hui que les Corses puissent se loger dans des conditions Paul-Félix Bénédette, sur le PADUC. Écoutez, moi, en toute lucidité, je n'avais pas voté la deuxième mouture parce que j'avais vu que l'adaptation finale pour permettre un vote large en mélangeant les genres allait poser un problème. Le problème fondamental, c'est aujourd'hui, c'est la permissivité du document avec la notion inventée spécifiquement pour la Corse de la mutation des terres agricoles. Pose problème. Sur les derniers 7 PLU, on a retrouvé comme par hasard des terres agricoles de valeur équivalente, ce qui en théorie est impossible puisqu'elles auraient dû être toutes classées. Et par ce système de mutation, ça permet en ce moment d'avoir des milliers de logements en cours de dépôt de permis parce que tout le monde se jette à la construction avant la date fatidique de 2018 où il faudra qu'il y ait la conformité absolue. C'est dramatique. Aujourd'hui, il faut qu'on revoie notre développement. On ne peut pas accepter... Est-ce qu'il faut revoir le document ? Le document, il faut le revoir pour le rendre imperméable à la spéculation. Il faut le renforcer donc. Il ne faut pas le renforcer, il faut le rendre ce qu'il doit être. C'est-à-dire, une terre agricole doit rester
agricole. La question est, c'est quoi une terre agricole? Une terre agricole, c'est une terre arable où on peut produire. Si elle est en plaine, même si c'est à côté d'une ville, elle doit rester pour faire de l'agriculture. Ensuite, un espace remarquable, c'est un espace à protéger parce qu'il y a un écosystème environnemental qui fait qu'il doit être protégé. Maintenant, de vouloir en permanence, parce qu'il y a une logique spéculative, de faire passer des terrains de faible valeur à des terrains qui valent 1, 2, 3, 4, 5 et 10 millions d'euros l'hectare, ça, c'est ce qui génère la dérive mafieuse de la société corse. Et pour cela, nous, on est pour enlever aux maires la responsabilité du droit de choisir la destination des sols, qu'il doit y avoir un SCOT territorial et qu'on doit administrer la destination des sols de manière ferme. sur le PADUC, sur trop de dérives. Le PADUC, on aurait pu penser que c'était un bon document. Eh bien, d'entrée de jeu, avec tous les PLU qui sont déposés, il y a contournement de la loi. Alors Jean-Martin Mondolone, sur le PADUC, vous avez sur votre liste Camille de Rocazère, qu'on connaît pour la désanctuarisation de la Corse et ses propos. À bien des égards, on n'en finit plus de caricaturer sur ces sujets. Je crois qu'il faut redevenir sérieux. 1. Le PADUC doit répondre à une exigence, celle de préserver notre environnement. Et je ne suis pour ma part tenu ni par les forces de la spéculation, ni par les forces de l'argent, ni par des grands propriétaires fonciers. Est-ce qu'il y a des espaces remarquables? Oui, il faut les protéger. Et je donne un gage, je souhaite que le Conservatoire du littoral, préempte davantage d'espaces remarquables. 2. Est-ce qu'il faut une agriculture? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture sur des parkings de supermarchés, sur des dents creuses? La réponse est non. On doit faire de l'agriculture lorsque la valeur agronomique des biens est reconnue. Ce n'est pas le cas. Ces exceptions, elles sont légion, Paul Félix, et vous le savez bien. Troisièmement, il faut refaire des maires ce qu'ils ont vocation à être. C'est des aménageurs du territoire, et tous les aménageurs du territoire, ne sont pas des spéculateurs, ce ne sont pas des bétonneurs à tout crin. Sortons de la caricature et donnons les moyens à chacun de trouver un logement, des droits à un allo in casa sua. Charles Jacques, mais très vite sur le PADUC. Alors sur le PADUC, moi je suis maire d'un village, donc je suis au cœur du problème. Je pense qu'il faut sanctuariser définitivement les terrains agricoles, qui sont vraiment des terrains agricoles. Et là, il faut en parler aux spécialistes, parce que moi je me retrouve par exemple au village, maintenant je suis en train de faire la carte communale avec des zones agricoles à l'intérieur des maisons. Donc il faut amender de ce côté-là les grands terrains écologiques. Ça a été une magouille pour regarder les fameux 100 000 hectares et pour volontairement oublier des vraies terres qui aujourd'hui servent de monnaie d'échange pour la permutation. Pas dans le débat, on est en fin d'émission. Finissez, Charles Jagmi, très vite. Il faudra amender dans ce sens-là quelques terrains. Je parle surtout des villages. Vite, vous n'allez pas pouvoir conclure sinon. La loi des 100 mètres, il faut être clair dessus, on ne touche plus rien. Et les grands espaces naturels, on n'y touche plus. Au contraire, il faut aller encore plus loin pour protéger. Et pour, je vais vous rejoindre là-dessus, la spéculation, je reviens dessus, on a les zones d'aménagement concertées qu'on peut construire tous ensemble avec l'office foncier et être tous d'accord, on ne doit pas brader notre Corse. Jacques Casamart, très vite. Je crois que d'abord, sur le Conservatoire du littoral, je crois qu'en effet, le Conservatoire du littoral a fait un très beau travail depuis déjà quelques dizaines d'années. Il faut conforter ce travail. Ça me semble essentiel qu'on le fasse parce que c'est l'avenir des générations futures qui est là posé. Ensuite, sur la question du PADUC. Le PADUC est un document très important. On a besoin d'un PADUC. C'est une règle. Après, il est sûr que tout document d'urbanisme doit être vivant. C'est pas quelque chose qui est statique une bonne fois pour toutes. C'est vrai que j'ai rencontré aussi de nombreux maires qui disent il n'y a pas eu une analyse concrète. Il aurait fallu faire une analyse concrète commune par commune. Ce qu'il faut, c'est que les vraies terres agricoles, elles restent agricoles. C'est ça la vraie question. Et je crois qu'il faudra s'engager dans ce travail parce que c'est essentiel pour l'avenir. Gilles Siméon, il y a des maires, y compris nationalistes, qui disent qu'il n'est pas applicable et c'est très compliqué à l'usage. Globalement, le PADUC est tout à fait applicable et il doit être appliqué. Effectivement, il y a certains qui cherchent à contourner la loi, à anticiper la date de mise en compatibilité pour construire là où on ne pourrait plus construire ensuite à partir de cette date-là. Ceci étant, les principes, c'est quoi ? On est tous d'accord, il faut préserver les espaces stratégiques agricoles. Il y en a 105 000 hectares. S'il y en a ailleurs qui n'ont pas été identifiés, on les identifie ensemble et on les intègre. À la marge, il y a des difficultés. Les maires qui ne sont pas des spéculateurs, les maires de l'intérieur nous l'ont dit, problème de cartographie, on a des ESA qui sont intégrés au périmètre construit de notre commune. On ne peut absolument pas faire d'agriculture là-dedans. Donc il faut réintégrer ces parcelles-là dans le construit en faisant la compensation, en identifiant de l'ESA. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, loi littorale, même principe, inconstructibilité, défense du patrimoine. Troisièmement, cumul de contraintes, loi Allure, loi montagne, loi littorale, etc., etc. On discute avec les maires.
Si on identifie des difficultés, on peut faire évoluer les dispositifs, à condition qu'on ne remette pas en cause les principes fondamentaux qui sont ceux de préservation de notre environnement, de nos espaces remarquables et de lutte contre la spéculation. À la fin de cette émission, il nous reste à peine 5 minutes. Vous avez donc 30 secondes chacun pour conclure. Valérie Beaussi, pour la conclusion. Je vous remercie. Alors, très simplement pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, ce débat a été très intéressant. Je crois qu'il faut que les Corses prennent conscience que le 3 et le 10 décembre prochain, l'enjeu est important. Moi, je veux parler à tous les Corses d'origine, les Corses d'adoption, leur dire que leur voix doit être portée lors de ces élections du 3 et 10 décembre. C'est l'avenir de la Corse qui est entre leurs mains et l'abstention sera un échec. Jean-Martin Bandologne. Moi, je veux dire qu'au terme de cette campagne, qui n'a pas été pour moi une campagne de petit four, mais une campagne au peuple, j'ai réussi, en tout cas j'ai souhaité, avec l'intelligence de cœur, écouter, parler avec les hommes et femmes qui peuplent ce territoire. Ils m'ont dit à la fois leurs inquiétudes, ils m'ont dit leur espoir. Au confluent de ces inquiétudes et ces espoirs, ils m'ont demandé de rester dépositaires de ce que nous sommes, des valeurs chrétiennes qui nous ont construits, nous ont demandé d'être dépositaires de cette part de corsitude qui nous habite, les uns les autres, sans donner de leçons, sans essayer d'en recevoir. C'est fort de ces valeurs qu'ils nous ont demandé de construire une voie qui soit ancrée dans la République, qui nous ont demandé de rester 100% corse et 100% français pour construire ensemble Astrada di Laban. Jean-Charles Orsucci. Écoutez, on a bien entendu ce soir qu'on pouvait certaines fois partager un diagnostic et que les décisions doivent être prises en Corse et par les Corses. Mais on a bien vu ce soir aussi qu'on avait besoin d'un effort important de la solidarité nationale. Et par rapport à cet effort important, je crois qu'aujourd'hui, il faut rétablir un lien de confiance avec le gouvernement parce que ce lien n'existe plus. Et je crois que c'est l'enjeu de cette élection. Je crois que pour réussir le mieux cet établissement de la confiance avec le gouvernement, nous avons une opportunité. C'est d'aider ma liste le 3 et le 10 décembre à être cette force centrale et incontournable pour pouvoir rassembler ensuite et pour pouvoir permettre un choix qui soit différent de l'immobilisme ou de l'aventure, mais plutôt de l'alternance qui permettra aux Corses de répondre efficacement aux enjeux d'emploi, de toit et de santé. Paul-Félix Benedetti. Moi, je crois que ce soir, au nom de l'ensemble des femmes et des hommes qui constituent la démarche Corps in Front, en m'adressant aux Corses, je leur demande de faire l'effort pour nous permettre d'être à l'Assemblée de Corse, car je crois qu'on incarne un positionnement politique clair, fait d'idéologie, fait de volonté, fait d'un engagement sans concession, qu'on est en dehors des logiques politiciennes, des logiques de mélange, des grandes soupes, des rassemblements hypothétiques faits sur des logiques d'opposition. Et nous, on est dans la construction d'un pays pour relever le défi, pour faire que la Corse, dans les 10 ans qui viennent, ne subisse pas l'agression qu'elle a eue ces 10 dernières années, qui l'ont fait passer d'un état sociétal presque harmonieux à un état d'une déliquescence absolue. Donc pour le 3, pour le 10, Corps in Front. Gilles Simeoni. Je crois que 2015, ça a été un moment charnière de l'histoire contemporaine de cette île, de ce pays, de ce peuple. Je pense qu'ensemble, nous avons pris un chemin qui est celui de la paix, qui est celui de l'espoir, qui est celui de la construction. Et donc je m'adresse à tous les Corses, ceux qui vivent ici, ceux qui vivent à l'extérieur de l'île, ceux qui sont nés dans cette île, ceux qui y sont arrivés et qui se sentent partie prenante de son destin. Et je dis que nous devons continuer ensemble sur ce chemin-là et que pour ce faire, le 3 décembre, parce que le premier tour est essentiel, il y a un vote qui permet de garantir l'avenir, de le préparer pour les générations d'aujourd'hui et pour celles de demain. C'est en faveur de la liste Père Agoursiga. Charles Giacomi. Je veux juste dire aux Corses qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Nous sommes les seuls dans une démarche politique claire. Nous serons les serviteurs du peuple et pour la redistribution des pouvoirs. Nous resterons fidèles à nos idées et nous ne trahirons pas l'électorat. Nous ne ferons aucune compromission, aucune alliance contre nature dans le seul but d'acquérir le pouvoir. Alors, per la bene Agorsiga, per la hémorragie, per i nostri valori, per la gioventù, aiuto fedeli, aiutateci a costruire Agorsa umane. Jacques Casamart. Dans notre campagne, nous avons eu 2 mots-clés, avenir et commun. L'avenir, construire un avenir ensemble, et le commun parce que nous avons besoin de commun, nous avons besoin de partager. Nous sommes, avec cette élection territoriale, nous sommes la seule liste à gauche aujourd'hui qui propose justement une politique sociale et une politique environnementale. Et nous disons aux citoyens, il est temps aujourd'hui d'envisager la Corse autrement. Il est temps d'oser inventer un avenir différent. Le 3 décembre prochain, votez pour la seule liste de gauche,
l'avenir, la Corse en commun, la Ueno, Agurzi en comune. Eh bien, madame, messieurs, merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Merci à vous, Sébastien. Il y a encore 2 jours de campagne pour vous tous candidats avant le vote de dimanche. Ne partez pas tout de suite, Charles Jagre. Nous nous retrouverons à ce moment-là, il continue la campagne, pour une soirée spéciale avec des estimations, des résultats et des analyses. Intanto, buonasera e a domenica prossima.